Quelque part dans le noir, une machine la taille d'une petite voiture et toujours bouge et rien ne le poursuit. Rien ne le guide. Nous l'avons construit dans un vie humaine unique, à partir de pièces soudées par des mains désormais anciennes ou parties. Dans 10 000 milliards d'années, 1 000 fois l'âge actuel du univers, cette machine peut encore exister. Mais là, c'est le vertige. Presque tout ce point de repère que nous utilisons pour dire où il se trouve être parti. Le soleil a brûlé, les constellations dispersées, la Voie lactée lui-même transformée au point de devenir méconnaissable, peut-être englouti dans quelque chose de plus grand, l'objet peut durer. Son adresse sera non. Nous pouvons le suivre ce soir jusqu'au kilomètre. Pourtant, nous ne pouvons honnêtement pas nommer la galaxie qui le tiendra. C'est cette histoire. Si vous aimez les histoires sur les machines que nous avons envoyées au bord de tout, pense à frapper ça, bouton aimer et s'abonner. Maintenant, règle-toi entrée et installez-vous confortablement. Allons commencer. Imaginez un après-midi spécifique quelque part au cours de la prochaine décennie, à l'intérieur d'un salle de contrôle en Californie du Sud. L'ingénieur tape une commande et envoie vers un vaisseau spatial, de même manière banale que les ingénieurs ont fait pour près de 50 ans. Le commandement monte sur un faisceau radio et se précipite vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Il voyage pendant plus de 19 heures avant son arrivée. Et ça, le temps, rien ne répond. C'est à ce moment-là, toute cette histoire démarre. Pas une explosion, pas une collision, pas un échec dramatique de quelque nature que ce soit. Juste un silence qui commence un jour, et jamais ascenseur. Depuis près d'un demi-siècle, Voyager 2 a été une conversation. Une machine qui écoute, obéit et rapporte de retour à travers l'obscurité. Sur un futur date, cette conversation se terminera tout simplement. Le vaisseau spatial ne l'annoncera pas. Le vaisseau spatial ne saura même pas qu'il l'a fait arriver. Il continuera à faire le single, chose qu'il a fait sans interruption depuis l'été 1977, qui est bougé. On a tendance à imaginer la mort d'une sonde spatiale comme une sorte de fin. Ce n'est pas. C'est un transfert. Jusqu'à ce signal final, Voyager 2 nous appartient en partie. Nous savons où il, c'est-à-dire ce qu'il fait, à quel point il fait chaud, combien de force reste-t-il dans sa voix. Après ce signal final, il appartient entièrement à la physique. Et la physique n'est pas sentimentale. Les lois qui porteront les vaisseaux spatiaux en avant sont les mêmes qui le portaient un instant, avant le contact a été perdu. Rien à ce sujet, le mouvement dépend de notre capacité à entendre ça. C'est le premier et le plus important idée tout au long du voyage, et presque tout le monde le comprend à l'envers. Perdre le vaisseau spatial et arrêt du vaisseau spatial sont deux événements complètement différents, séparés par une période de temps si vaste que nos esprits refusent de le retenir. Alors avant de suivre Voyager 2 là-dedans, silence, il faut comprendre exactement comment le silence arrive, parce qu'il commence déjà. Laissez-nous commencer par ce qui maintient le vaisseau spatial vivant, sa puissance. Voyageur 2 ne fonctionne pas à la lumière du Soleil. Là où il sait maintenant, le Soleil n'est qu'un autre 13 étoiles brillantes, beaucoup trop faible pour être alimenté n'importe quoi. Les panneaux solaires n'ont donc jamais été une solution choix. Au lieu de cela, le vaisseau spatial transporte thermoélectrique à 3 radioisotopes générateurs, appareils qui transforment la chaleur directement en électricité. À l'intérieur d'eux, le plutonium se désintègre lentement, donnant hors de la chaleur comme il le fait. Cette chaleur devient le courant qui alimente les ordinateurs, les radiateurs, la radio et les instruments. C'est une sorte de pouvoir élégant et brutale source. Il n'a pas de pièces mobiles à porter dehors. Il s'estompe simplement d'année en année à mesure que fiable que la désintégration des atomes à l'intérieur. Et c'est là le problème. Quand Voyager 2 lancé, ces trois-là, les générateurs produisaient ensemble environ 470 d'œuvres d'énergie électrique, à peu près combien les ampoules domestiques tirent. Le plutonium à l'intérieur perd environ la moitié de sa capacité de production de chaleur tous les 87-2 années. Mais la vraie difficulté du quotidien, c'est pire que ce que suggère ce chiffre, parce que les thermocouples qui convertissent à la chaleur en l'électricité se dégradent également. Ajoutez-le ensemble, et le vaisseau spatial perd de près à 4 degrés de puissance utilisable chaque année. 4 watts, ça ne semble pas beaucoup, mais il n'y a aucun moyen d'en ajouter plus. Chaque watt perdu est perdu définitivement. Pour décennies maintenant, la mission a été un acte de soustraction lent et discipliné.
une longue négociation avec un budget énergétique, cela ne fait que diminuer. Depuis longtemps, cette négociation était invisible pour le monde extérieur. Les ingénieurs éteintent des radiateurs que personne ne manquerait. Ils ont fermé mettre hors service les systèmes qui n'étaient plus nécessaires. Ils ont fait avancer la science. Mais finalement, les sacrifices faciles s'épuisent et vous êtes obligés de commencer à changer des instruments eux-mêmes, le même des choses que le vaisseau spatial existe pour transporter. Ce seuil a désormais été franchi et nous regardons cela se produire en temps réel. En octobre 2024, la mission a tourné sur la science du plasma de Voyager 2 instrument, l'appareil qui a mesuré la gaz chargée électriquement circulant autour le vaisseau spatial. En mars 2025, ils arrêtaient sa particule de charge à faible énergie instrument. Le sous-système des rayons cosmiques, un autre de ces détecteurs de longue date, et devrait devenir sombre à mesure que le courant reste tombé. Chaque arrêt est un petit, amputation volontaire, pratiquée à partir du 13 à des milliards de kilomètres par des gens qui comprennent qu'ils échangent des pièces d'essence du vaisseau spatial pendant un peu plus de temps. Début 2026, les deux. Les sondes Voyager fonctionnent toujours, je renvoie toujours des données, toujours obstinément vivants. Mais l'arithmétique est implacable. Les ingénieurs croient à une gestion prudente peut faire fonctionner au moins un instrument dans les années 2030. Après cela, même les instruments auront disparu et le vaisseau spatial n'aura plus rien à faire rapport, sauf le faible fait qui lui est propre existence. Cela vaut la peine de s'arrêter sur le caractère irréversible. Chacun de ces arrêts est vraiment dû au fait que cela approfondit le sentiment que le vaisseau spatial est remis morceau par morceau. Pensez aux caméras. Voyager 2, transporter caméra une fois, les yeux qui sont revenus ces premiers portraits rapprochés de l'extérieur planète. Ils ont été éteints pendant des décennies, il y a peu de temps après la mission. Un travail planétaire a été fait pour conserver puissance et mémoire pour les instruments qui comptaient dans l'espace interstellaire. Mais ils n'étaient pas simplement éteints. Le logiciel qui les exploitait a été supprimé du vaisseau spatial entièrement. Et sur le sol, les ordinateurs spécialisés qui, une fois compris que les logiciels ne existent et les ingénieurs le maîtrisent couramment, ont déménagé ou sont décédés. Même si quelqu'un a décidé demain qu'il je voulais une image finale, il n'y aurait pas façon de le commander. La connaissance, la matériel, le code a tout tranquillement dissous. Les caméras sont techniquement toujours boulonnées au vaisseau spatial, pointées dans un ciel devenu presque entièrement sombre, et ils n'ouvriront jamais les yeux encore une fois. C'est la texture de ce long au revoir. Il ne s'agit pas d'un simple arrêt, mais une série de petits permanents abandons. Chacun ferme une porte qui ne peut pas être rouverte. Bien avant le signal final, une grande partie de ce que Voyager 2 une fois était a déjà été posée et laissée pour compte. Il y a quelque chose qui vaut la peine ainsi avec cette image. Une équipe de des gens dont beaucoup ne sont pas nés au moment le vaisseau spatial lancé, passant son carrière en décidant doucement et précisément laquelle de ses sens pour s'éteindre ensuite. La mission est devenue une sorte d'hospice, non pas parce que quelqu'un abandonne, mais parce que le pouvoir est limité et l'honnêteté exige un plan. Chaque choix achète des semaines ou des mois. Aucun d'entre eux ne peut acheter pour toujours. Le pouvoir n'est pas la seule horloge qui tourne. Même si les générateurs tenaient bon, deuxièmement, un compte à rebours plus silencieux se déroule parallèlement eux. Celui qui n'a rien à voir avec l'électricité et tout ce qui a trait à objectif. Voyager 2 ne nous atteint que parce que cela nous montre du doigt. Son antenne parabolique doit rester enfermée sur la Terre avec précision remarquable. Où son murmure le signal s'envole dans l'espace vide et n'arrive jamais. Tenir cet objectif est le travail de 16 petits propulseurs alimentés par un réservoir unique d'un propulseur appelé hydroïne. De temps en temps, le vaisseau spatial tire une brève bouffée pour se repousser en alignement, corrigeant la lenteur des rives qui autrement laisserait son antenne s'éloigne de la Terre. Cela a été faire cela bouffée par bouffée pendant des décennies. À lancement, il transportait environ 100 kg de hydrosine, suffisant pour la mission compte de garder le vaisseau spatial orienté vers les années 2030. Comme le plutonium, le combustible ne coule que vers le bas. Quand il est parti, les propulseurs se terrent. La dérive n'est pas corrigée et l'antenne glisse lentement cible. Le vaisseau spatial pourrait encore avoir pouvoir. Il pourrait encore en principe avoir quelque chose à dire,
mais ce serait faire face dans le mauvais sens, parlant dans le vide, et nous ne l'entendrions jamais. Il y a une vulnérabilité encore plus délicate cachée dans ce système. L'hydroine doit voyager depuis son réservoir à travers du carburant mince ligne pour atteindre les propulseurs, et les lignes doivent rester chaudes. Là où Voyager 2 dérive, le froid est tellement profond que sans chauffage, le carburant les lignes pourraient geler, et si elles gelaient et fissuraient, le vaisseau spatial perdrait la capacité de pointer vers la Terre de façon permanente. En un instant, peu importe combien de carburant ou de puissance il reste. C'est pourquoi ce tri sans fin pour éteindre les radiateurs sont tellement chargés. Chaque appareil de chauffage éteint pour économiser un watt est un petit parier qu'une ligne critique ne le fera pas geler. La mission n'est pas seulement rationner l'électricité, c'est gérer la température. Maintenir la plomberie fragile du vaisseau spatial est juste chaude, assez pour le garder dirigé vers la maison. Donc, le silence final n'arrivera peut-être pas comme nous avons tendance à l'imaginer comme une lente atténuation du voix, jusqu'à ce qu'elle disparaisse en dessous de l'audition. Il peut arriver soudainement de n'importe lequel de plusieurs directions à la fois. Le dernier instrument privé de pouvoir. Le réservoir de carburant est à sec, une ligne figée qui se brise dans le noir. Nous, je ne sais pas quelle horloge atteindra 0 d'abord. Nous savons seulement qu'ils courent tous ensemble et que lorsque le premier des « ils » s'arrête, la conversation s'arrête avec ça. Et puis vient finalement le dernier conversation de tous. Voyager 2 par la Terre via le réseau spatial lointain de la NASA. Un ensemble d'énormes antennes paraboliques positionnées autour de la planète. À cause de le chemin escarpé du vaisseau spatial sous le plan des planètes, cela ne peut être que atteint de manière fiable par un particulier antenne dans l'hémisphère sud. Une assiette géante devant l'Arc en Australie, 70 cm de diamètre. Un bol d'acier plus large qu'un le terrain de football est long, construit pour attraper un murmure du bord du Soleil système. Ce canal étroit coule tout. Chaque commande, chaque murmure des données en retour. Et murmure à peine rend-il justice. Considérez ce que le signal est devenu au moment où il atteint Terre. Il quitte le vaisseau spatial depuis un émetteur avec moins de puissance de diffusion que la petite ampoule à l'intérieur d'un réfrigérateur. Un faible filet de radioénergie distribué sur plus de 13 milliards de kilomètres de vide. Sur cette immense distance, le signal se propage et s'amincit et s'affaiblit selon les pitils arithmétiques de l'espace jusqu'à ce que finalement, les vagues sur notre planète sont plus faibles que presque tout ce que nous essayons délibérément à détecter dans tout le ciel. Il arrive étalé sur plus de 19 heures de temps de trajet, si faible que le signal semble trop fort pour cela. C'est plus proche de la mémoire d'un signal, le fantôme d'un, que nous l'attrapons du tout. C'est un petit miracle d'ingénierie. La tâche d'entendre ainsi fragile la transmission revient à ce même solitaire plat à l'extérieur de Canberra, assez large et suffisamment sensible pour le sortir du bruit incessant du cosmos. Un bol de acier qui doit être visé avec précision minutieuse à travers le ciel est balancé pour suivre le vaisseau spatial alors que la Terre tourne en dessous. Tout dépend de ce lien fragile. Une seule antenne sur la face inférieure d'un planète, s'efforçant de rassembler un tout mais disparaître le signal hors de l'obscurité. C'est un fil presque incroyablement fin, et les fils fins n'ont pas besoin d'être coupés, être perdus. Il leur suffit de s'estomper fraction inférieure à l'audition. Comme le pouvoir s'estompe, la radio s'estompe avec. À certains points, le vaisseau spatial ne sera plus avoir la force de tenir son antenne pointée vers la Terre, ou pour pousser un signal assez fort pour que même le meilleur plat attrapé. Les estimations suggèrent que les sondes pourraient rester à la portée de le réseau spatial lointain jusqu'à un moment donné le milieu des années 2030. Même si chaque année maintenant porte la discrète mise en garde que n'importe quel jour pourrait apporter la dernière transmission avec aucun avertissement du tout. Il n'y a peut-être pas de propre au revoir. Il y aura plus probablement un contact programmé qui produit uniquement un bruit, puis un autre, puis une décision prise avec soin et probablement avec un certain chagrin d'arrêter d'écouter. Cela, c'est le moment où nous faisons notre part de l'histoire se termine. C'est le signal final. De ce jour-là, aucun être humain ne pourra jamais sacher encore une fois précisément où se trouve Voyager 2. Et dans ce silence, Voyager 2 ne être entièrement seul, pas dans le sens de société, mais dans le sens de la parenté. Il rejoindra une petite communauté dispersée de des machines
que l'humanité a jetés devant la limite du système solaire, et la plupart certains d'entre eux se sont déjà tus. Là y a-t-il 5 objets fabriqués par l'homme en fuite trajectoire hors du système solaire, et chacun raconte la même histoire de silence. Pioneer 10 et Pioneer 11 sont allés d'abord. Lancés au début des années 1970 sous le nom Les Pionniers, qui se sont révélés en un vaisseau spatial, pourraient même survivre au passage à travers la ceinture d'astéroïdes et passer Jupiter. Les deux ont depuis longtemps se tué. Le dernier faible contact avec Pioneer 10 est arrivé en 2003, et avec Pioneer 11 ans plus tôt encore, ils sont là-bas maintenant, impuissants, muets, en roue libre, exactement la condition du Voyager 2 approche. Puis vinrent les deux voyageurs eux-mêmes, lancés en 1977, encore parlant pour l'instant, mais s'estompant. Et plus récemment, New Horizons, la sonde qui a balayé Pluton en 2015 et est toujours active aujourd'hui. Je reviens toujours donné, mais transportant le même type de source d'énergie en diminution et lié finalement pour le même silence. Pensez sur ce qu'est réellement cette bourse. 5 objets construits sur 4 décennies par une seule espèce sur une seule planète. Chacun étant donné juste assez de poussée pour quitter leur étoile pour toujours. Et chacun destiné à passer l'écrasante la majorité de son existence en tant que mort, chose à la dérive que personne n'écouta. La phase de conversation active de chaque une de ces missions, les années de commande, images et découvertes qui remplirent les livres d'histoire, c'est un phénomène en voie de disparition, bref prélude. Pioneer 10 et 11 ont déjà passé du vaisseau spatial à artefact. Les Voyager traversent maintenant. De nouveaux horizons se croiseront plus tard. Remarquez encore une chose à propos du silence pionnier, car il prévisualise tranquillement tout ce qui suit. Ils se sont arrêtés nous parlaient il y a 20 ans et plus, mais ils ne se sont pas arrêtés. Partout où Pioneer 10 c'est en ce moment, c'est précisément là où les lois du mouvement disent « ça devrait l'être ». Pas parce que nous sommes le suivre, mais parce que rien ne sort, il y a des raisons de le déplacer autrement. Son silence a changé notre connaissance complètement, et a changé son mouvement pas à tout. C'est exactement la leçon de Voyager 2 est sur le point d'enseigner sur un bien plus grande échelle. Et les pionniers sont déjà le démontrant en miniature. Un silencieux, la machine n'est pas une machine arrêtée, c'est simplement une machine qu'on n'entend plus, obéissant toujours fidèlement à la seule loi qui l'a jamais vraiment gouvernée. Voici où l'intuition de presque tout le monde échoue. C'est émotionnellement comme si le silence devrait être la fin. Le vaisseau spatial devient silencieux, et donc dans notre l'imagination, ça arrête un mort chose suspendue dans le noir, mais rien pourrait être plus éloigné de ce qui est réellement arrive. Au moment où la communication se termine, ce n'est pas le moment où le voyage se termine. C'est le moment où le voyage cesse d'être observé. Le vaisseau spatial ne ralentit pas vers le bas. Cela ne s'arrête pas. Il n'a pas besoin de nos commandements, de notre pouvoir, ou notre attention pour continuer à bouger. Parce que dans le vide presque parfait de l'espace interstellaire, il y a presque rien pour l'arrêter. C'est Isaac la loi la plus ancienne et la plus simple de Newton sur la plus grande scène imaginable. L'objet en mouvement reste en mouvement à moins que quelque chose pousse dessus. Sur Terre, les choses arrêtent toujours parce que quelque chose toujours repousse les frictions, l'air, le sol. Mais entre les étoiles, il n'y a pas de route broyée contre, et non un air significatif pour résister. L'espace Voyager 2 traverse n'est pas un vide parfait. Il contient une fine brume de atomes, une dispersion de poussière, faibles les champs magnétiques et la pression de la lumière des étoiles. Ces choses existent, et plus des périodes de temps énormes, elles comptent, et nous viendrons vers eux. Mais ils le sont tellement ténus que, sur n'importe quelle échelle de temps humaine, leur effet de rupture est essentiellement rien. Le vaisseau spatial est en côte. Il a été en roue libre, les moteurs silencieux, pendant des décennies déjà. La fin de la communication ne change qu'une chose. Si quelqu'un à la maison peut le regarder côte. Alors regardons une dernière fois alors que nous pouvons encore faire exactement ce que nous passe la parole à la physique. C'est la partie que nous connaissons avec le vrai confiance. Pas une projection, pas un modèle, mais une mesure. Dès le début 2026, Voyager 2 mesure environ 143 astronomiques unités de la Terre. Une unité astronomique est la distance de la Terre à Soleil, environ 93 millions de miles. Donc le vaisseau spatial se trouve à plus de 13 milliards à des kilomètres.
Si lointain que sa radio-signal se déplaçant à la vitesse la plus rapide, l'univers permet aux besoins de la majeure partie d'un jour juste pour nous rejoindre. Ça bouge du Soleil à environ 15 km tous les deuxièmes. Cela représente environ 34 000 mph, ou un peu plus de 3 astronomiques unités de distance gagnées chacune année. Et il ne voyage pas vers l'extérieur le long du plan plat et bien rangé où les planètes orbitent. Il plonge vers le bas et au loin fortement incliné autour de 48 degrés au-dessous de ce plan dirigé vers les constellations du Sud Sagittaire et Parvo. Voyager 1 est allé haut et vers le nord. Voyager 2 est allé bas et vers le sud. Ils sont se séparant dans les coins opposés de le ciel. Deux objets solitaires se dirigeant vers directions presque opposées, et ils le feront, ne soyez plus jamais proches les uns des autres. Ceux les chiffres, la position, la vitesse, la direction et l'héritage. Quoi qu'il en soit arrive à voyager 2 à travers le avenir impensable, cela commence à partir de précisément cette ligne de départ mesurée. Et pour le premier tronçon au-delà du dernier signal, cette ligne de départ nous permet prédire le voyage avec surprise confiance. C'est le plus connu parti de tout ce qui est à venir, et ça vaut la peine de le parcourir avec attention, car c'est aussi le dernier étirement qui se comportera tout seul. Mais pour comprendre où va le vaisseau spatial ensuite, nous devons dissiper une confusion, cela fait trébucher presque tout le monde. La signification de l'expression « quitter le Soleil système », parce que Voyager 2 l'a déjà fait, dans un sens spécifique et célèbre, à gauche ça. Et dans un autre sens bien plus large a à peine commencé à le faire. Fin 2018, Voyager 2 a franchi une frontière appelée Aide. Pour imaginer ce que c'est, il faut comprendre que le Soleil fait plus que briller. Il souffle un supersonique constant vent de particules chargées sortant dans toutes les directions, se taillant un énorme bulle dans les environs galaxies. Cette bulle est l'héliosphère, et le vaisseau spatial a passé toute sa vie à l'intérieur, immergé dans le Soleil-vent. L'hélopause est celle de la bulle peau extérieure. L'endroit où le Soleil brille, le vent finit par perdre son élan et cède chemin vers le gaz de interstellaire l'espace. Voyager 2 avait traversé une frontière intérieure, frontière des années plus tôt. La résiliation choque à environ 84 unités astronomiques où le vent solaire ralentit d'abord et s'accumule, puis en 2018, vers 119 unités astronomiques. Il a traversé l'Aide elle-même et commença pour la première fois il est temps d'échantillonner directement le matériau qui se trouve entre les étoiles. C'était l'événement mesuré confirmé qui a permis la NASA dit que le vaisseau spatial était entré espace interstellaire. Et c'est vrai. Mais il est également facile de se tromper. Traverser dans l'espace interstellaire, ce n'est pas la même chose comme échapper à l'emprise du Soleil. L'hélopause est l'endroit où le vent du Soleil se termine. Ce n'est absolument pas là où le Soleil et la gravité prend fin. Ces deux frontières sont séparées par un gouffre si large qu'il rend le premier ressemble à un seuil de porte. La portée gravitationnelle du Soleil, c'est réel domaine gravitationnel. La région où son attraction domine toujours l'attraction d'autres étoiles, s'étend peut-être vers l'extérieur 2 années-lumière. Et remplissant une grande partie de ce vaste territoire sombre et toujours limité, est une structure que nous n'avons jamais vue directement, mais nous sommes sûrs qu'il existe, le nuage Oort. Le nuage d'Oort est le véritable espace extérieur du Soleil désert. C'est un colossal en gros essaim sphérique de corps glacés. Le profond reste gelé des systèmes solaires. On pensait que la naissance commencerait des milliers de les unités astronomiques s'étirent et s'étirent vers l'extérieur quelque part dans le quartier de 100 000 unités astronomiques. 1. Fraction substantielle du chemin vers l'étoile la plus proche. C'est le réservoir qui envoie occasionnellement des comètes à longue période tombant vers les planètes intérieures sur des voyages qui durent des milliers d'années. Un consensus scientifique traite ce nuage pas laide, comme le sens-bord gravitationnel du système solaire, l'endroit au-delà duquel l'attraction des autres, les stars, commence enfin à gagner. Et le voyageur 2 ne l'a pas franchi de loin. Je viens juste de quitter le vent du Soleil. Il n'a pas quitté la famille d'objets du Soleil à tout. Les chiffres ici sont véritablement stupéfiants, et ils ont réinitialisé le tout horloge de l'histoire. À son état actuel vitesse, Voyager 2 prendra quelque chose comme 300 ans simplement pour atteindre l'intérieur franche du nuage Oort, pour passer tout le chemin à travers, pour enfin côtoyer au-delà des corps glacés les plus extérieurs, encore faiblement liés à notre Soleil, prendra l'ordre de 30 000 ans. 30 000 ans.
Réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque commande que nous avons jamais envoyée, chaque image il est revenu, chaque être humain qui a déjà travaillé sur la mission ou déjà va, tout cela se passe dans le premier lien oculaire d'un passage qui sera encore en cours 300 siècles après le dernier. L'ingénieur arrête d'écouter. Le vaisseau spatial passera plus de temps à traverser silencieusement le jardin du Soleil que notre espèce a passé à construire des villes. Et à travers tout cet immense passage, une chose reste prévisible et rassurant. À l'intérieur, le domaine gravitationnel du Soleil, le Soleil est toujours le patron. Le vaisseau spatial est grimpé vers l'extérieur sur ce que les astronomes appellent une trajectoire de fuite hyperbolique, un chemin avec juste assez de vitesse pour se briser libre pour toujours, se courbant doucement comme l'attraction du Soleil qui s'estompe le pli, mais jamais faire demi-tour. C'est un peu comme un pierre lancé assez fort pour laisser un planète entièrement. Il ralentit à mesure qu'il monte. Son chemin se courbe, mais il ne rentre jamais chez lui. Pour ces premières dizaines de milliers d'années, si tu voulais savoir où Voyager 2 serait, vous sauriez surtout, il faut tenir compte d'une dominante influence gravitationnelle, notre propre Soleil, plus une poignée de petits, bien compris remorqueurs. C'est un problème qui peut être résolu. Cela c'est pourquoi cette étape du voyage est la seule que nous pouvons encore tracer avec de vraies précisions, même si personne ne le sera vivant pour le confirmer. La physique est propre. Les variables sont peu nombreuses. La réponse tient. Mais cette simplicité épurée est un cadeau temporaire, et il s'épuise alors même que le vaisseau spatial monte. Parce que alors que Voyager 2 s'approche des confins extérieurs de le nuage d'Oort, des dizaines de milliers de dans quelques années, l'autorité du Soleil s'affaiblit vers rien. Et la gravité des autres étoiles commence pour la première fois à avoir plus d'importance que la gravité de la maison. Au moment où l'équilibre bascule, le vaisseau spatial cesse d'être un objet qui part le Soleil et devient un objet à dériver parmi les étoiles, soumis à une foule de voies gravitationnelles au lieu d'une. Et le calcul qui était si propre commence lentement au début pour se séparer. Il y a encore une chose à laquelle s'accrocher avant de suivre le là-bas, et c'est une distinction qui comptera énormément plus tard. Tout cela, le pouvoir qui s'estompe, les instruments mourants, le dernier signal. La côte silencieuse à travers le nuage nécessaire décrit un vaisseau spatial qui est toujours en chaque sens physique significatif lui-même. Sa structure est intacte. Sa trajectoire est une courbe calculable lisse. C'est une machine qui est devenue silencieuse, pas un objet transformé. Cela distinction entre une chose qui continue, une chose qui reste intacte, et une chose qui reste reconnaissable, et va devenir la colonne vertébrale cachée de tout ça histoire entière. Pour l'instant, à proximité du début du silence, Voyager 2 et les 3 à la fois. Cela continue. C'est intact. C'est visiblement le vaisseau spatial que nous avons construit. Retiens cette image, parce que chaque plus grande période de temps nous traversée d'ici en dépouillera tranquillement un de ces trois-là. Nous en sommes à cela scène toujours debout sur un terrain solide. Tout ce qui a été décrit jusqu'à présent repose soit sur mesure directe ou sur physique, donc bien compris que les prédictions sont à peu près aussi fiables que n'importe quoi dans la science peut l'être. Nous connaissons le vaisseau spatial vitesse et cap parce que nous avons mesuré E. Nous savons que cela va rouler parce qu'il n'y a rien pour l'arrêter. Nous savons à peu près combien de temps dure l'Oort Cloud la traversée prend parce que les distances et la vitesse est toutes deux fixées. Ceci est le cœur déterministe du voyage. La partie où l'univers se comporte toujours comme sur des roulettes et les réponses tiennent. Mais tout au bord de ce mécanisme d'horlogerie est le premier indice de tout ce qui vient. Quelque part dans environ 40 000 ans, alors que Voyager 2 termine toujours son long sortie du ou Cloud, son chemin silencieux le transportera à proximité d'une autre star pour la toute première fois. Un petit naine rouge sombre en direction de la constellation d'Andromède, cataloguée comme Ross 248. C'est la première rencontre nommée dans l'avenir du vaisseau spatial. La première fois depuis que j'ai quitté le Soleil, une autre étoile se rapprochera suffisamment pour avoir de l'importance, et presque tout sur la façon dont les gens décrivent cette rencontre est faux. Il parlait de Voyager 2 atteignant Ross 248, de la sonde lui étant braquée, d'un arrivé comme si le vaisseau spatial était un voyageur avec une destination en tête. Il n'est rien de tout cela. Et démêler ce que cette rencontre est vraiment proche, mademoiselle. Mesurée à travers un golfe encore extrêmement large, entre deux objets qui sont tous deux en mouvement, ni conscients de l'autre,
c'est là que commence la certitude, se dissoudre, et où la véritable histoire de ce voyage commence. Environ 40 000 ans à partir de maintenant, une petite étoile rouge et un silencieux les machines se croiseront l'obscurité, et ni l'un ni l'autre n'enregistrera le événement de quelque manière que ce soit. Il n'y aura pas flash, aucun signal, aucun moment de contact. Si tu pouvais, d'une manière ou d'une autre, te tenir debout sur le vaisseau spatial à cet instant, je ne sais même pas lequel des milliers des points faibles autour de toi était celui la rencontre porte le nom. Et pourtant, ce non-événement discret est le premier vrai rendez-vous dans le futur de Voyager 2, la première fois depuis qu'il a quitté le soleil quartier où une autre étoile viendra suffisamment proche pour mériter d'être nommée. L'étoile est Ross 248, une faible naine rouge actuellement assise à 10 années-lumière en direction de la constellation d'Andromède, aussi s'évanouir pour voir à l'œil nu. Et la toute première chose à comprendre cette rencontre est que Voyager 2 n'est pas voyageant vers lui. Cela ressemble à une contradiction. Comment le vaisseau spatial peut-il passer une étoile vers laquelle elle ne se dirige pas? La réponse dissout l'un des problèmes les plus courants idées fausses sur tout ce voyage, et c'est ça. L'étoile bouge aussi. Ross 248 n'est pas une lampe fixe suspendue dans l'espace attendant patiemment l'arrivée d'une sonde. Il se précipite lui-même à travers la galaxie sur son propre chemin, à son propre rythme. Et ce chemin le porte vers notre coin de la Voie lactée à droite maintenant. Chaque étoile que vous avez jamais vue est là mouvement, en orbite autour du centre éloigné de la galaxie, dérivant par rapport à son voisin. Le ciel nocturne semble gelé seulement parce que ces mouvements sont si lents contre des distances si vastes qu'une seule vie humaine ne peut pas être enregistrée, Mais étendez l'horloge à des dizaines de des milliers d'années, et le ciel se réorganise complètement. Les constellations dont nous savons qu'elles vont se tacher et dissoudre. Et Ross 248 en particulier est en mouvement d'une manière qui compte énormément ici, parce que cette petite étoile approche. Au cours des 30 000 prochaines années, Ross 248 se rapprochera et plus proche de notre Soleil. Et à son plus proche dans environ 36 000 ans, ce sera devenir brièvement l'étoile la plus proche de notre système solaire de tous, devançant même le système Alpha Centauri, venant à l'intérieur à environ 3 années-lumière du Soleil et détenant ce titre pour quelque chose comme 9000 ans avant qu'il ne recule à nouveau. Alors quand on dit que Voyager 2 dépassera Ross 248, une grande partie de ce qui est réellement ce qui se passe, c'est que l'étoile arrive rencontrer la région de l'espace. Le vaisseau spatial est à la dérive. La rencontre est une coïncidence de 2 voyageurs indépendants arrivant dans le même quartier à peu près au même moment. Un naturel étoile balayant son galaxie orbite. L'autre, un morceau des années 1970, l'ingénierie prend son élan seul. Imaginez 2 inconnus traversant un immense place résonnant de différents entrées. Chacun suit le sien course dont les racines les amènent à portée de voix près du centre pendant quelques secondes, avant de continuer, et ne nous reverrons plus jamais. C'est une rencontre, pas un rendez-vous, une traversée. Pour voir pourquoi les astronomes peuvent prédire cela traversée du tout et pourquoi leur confiance a des limites, il faut comprendre ce que entre en fait dans le calcul. À décrire le chemin futur de n'importe quel objet pour naviguer librement dans l'espace, vous avez besoin exactement 6 nombres. 3 d'entre eux corrigent où il se trouve à un instant donné, son position en 3 dimensions. Les 3 autres corrigent la manière dont il bouge vitesse en 3 dimensions. Nourrissez ce 6 nombres dans les lois du mouvement, ajoutez les bassins gravitationnels agissant sur lui, et vous pouvez projeter l'objet vers l'avant dans le temps. Pour Voyager 2, nous avons les 6 des chiffres d'une précision extraordinaire parce que nous les avons mesurés nous-mêmes. Nous suivis le vaisseau spatial pendant une demi-heure siècle. Nous connaissons sa position et son vitesse meilleure que ce que nous savons presque quoi que ce soit d'autre dans le système solaire externe. La moitié la plus difficile du problème est étoile. Pour prédire où sera Ross 248 dans 40 000 ans, il te faudra ces 6 les chiffres aussi. Et une étoile ne rapporte pas les à vous. Vous devez extraire chacun un de sa faible lumière. Sa distance vient de la parallaxe. Le petit apparent changement de position des étoiles par rapport à la Terre oscille autour du Soleil tout au long de l'année. Plus le décalage est faible, plus étoile. Sa dérive latérale à travers le ciel, son mouvement propre est mesuré par comparer des images précises prises des années à part. Et son mouvement droit vers nous ou loin de nous vient du spectre de sa lumière,
de l'étirement subtil ou compression de sa couleur, telle qu'elle recule ou s'approche. Assemblez ces morceaux et vous avez les étoiles en état complet, où il se trouve et où il va. Faire la même chose pour le vaisseau spatial. Ensuite, courez tous les deux ensemble et trouvez le moment où l'écart entre eux est le plus petit. Ce moment de plus proche, l'approche et la rencontre. Pour Ross 248, la réponse qui tombe est un passage d'environ 1 et 7/10 années-lumière, soit environ dans 40 000 ans. Maintenant, tiens sa distance jusqu'à la lumière, parce que c'est où l'histoire réinitialise tranquillement votre sens de l'échelle. 1 et 7/10 années-lumière. Dans sténographie astronomique, c'est un peu plus d'un demi-parsec. Un parsec étant environ 3 et 4 années-lumière. L'un des mètres standards que les astronomes utilisent pour les écarts entre les étoiles. Un demi-parsec, cela semble intime quand vous le dites rapidement. Ce n'est pas. C'est un gouffre si large que l'appeler une approche rapprochée n'est que significatif contre encore plus vide stupéfiant qui l'entoure. 1 et 7/10 années-lumière font un peu moins de 10 des milliards de kilomètres. C'est plus de 100 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Considérez jusqu'où Voyager 2 a réussi voyager dans près de 50 ans de vol incessant. Environ 13 milliards miles, ce qui ne représente même pas encore 400e de une seule année-lumière. Au même rythme, traversant 1 et 7/10 années-lumière d'où vers l'espace, lui-même prendrait des dizaines de des milliers d'années. C'est la proximité de cette rencontre. Le vaisseau spatial et l'étoile seront à moins de 1 et à 7/10 années-lumière l'un de l'autre. Quel signifie que le vaisseau spatial restera plus loin de cette étoile que ce dont il aurait besoin voyager. À travers des dizaines d'êtres humains, les civilisations méritent du temps pour l'atteindre. Alors soyons précis sur ce que cela signifie. La rencontre est et n'est pas parce que la langue compte, et un langage bâclé a fait de réels dégâts à la façon dont les gens imaginent l'avenir du voyager. Il y en a 4 des choses complètement différentes qui pourraient arriver quand un vaisseau spatial et une étoile arrivent proches les uns des autres, et ils sont séparés par des écarts d'échelle inimaginables. Le premier est un passage lointain venant dans certaines grandes distances astronomiques. Fermés comme 2 villes en face, les côtés d'un continent sont proches comparés dans 2 villes sur des planètes différentes. La seconde entre dans les étoiles planétaires systèmes, se croisant réellement entre quels que soient les mondes qui l'entourent. Une région mesurée en quelques heures-lumière, pas en lumière-année. Le troisième est gravitationnel capturé, passé si près et si lentement que la gravité des étoiles s'empare du vaisseau spatial et le met en orbite. Et le quatrième est une collision physique, un coup direct presque absurdement improbable sur l'étoile ou l'une de ses planètes. Quoi ce qui se passe à Ross 248 est catégoriquement, en grande partie, le premier d'entre eux et rien de plus. À 1 et 7/10 légères années, la star n'exerce essentiellement une traction significative sur le vaisseau spatial. Voyager 2 n'entrera pas dans son planétaire système. Il ne sera pas capturé. Ce ne sera pas entré en collision. Depuis le vaisseau spatial vue silencieuse, Ross 248 va simplement s'éclaircir pendant quelques milliers d'années en un point de lumière légèrement moins faible parmi d'innombrables autres, atteignent son plus proche, et puis disparaissent à nouveau, tandis que les 2 voyageurs continuent leur chemin séparé. Dire la sonde atteint cette étoile ou arrive, c'est compresser 10 000 milliards de miles du vide en un mot qu'il ne peut pas supporter. Et c'est la raison la plus profonde pour laquelle la rencontre n'est pas une destination. Rien n'a dirigé le vaisseau spatial là-bas. Voyager 2, la direction n'a pas été choisie pour intercepter Ross 248 ou toute autre star. C'est en direction est un reste du résultat accumulé, de où les planètes l'ont jeté lors de son grand tour du solaire extérieur système il y a des décennies. Il a volé là où la gravité de Jupiter et Saturne et Neptune l'a envoyé, et cela a été je roule toujours le long de cette ligne héritée depuis. L'alignement avec Ross 248 est pure coïncidence, une affaire de star errant dans la bonne région du ciel à peu près au bon moment. Le vaisseau spatial n'est pas un voyageur avec un itinéraire, c'est un objet du trône, et l'étoile est une cible mouvante que personne visait. Quand les 2 arrivent approche, ce n'est pas l'accomplissement d'un plan. C'est une intersection fortuite de 2 trajectoires qui n'ont jamais été coordonnées et ne le sera jamais. Voyageur le jumeau de 2 fait le même point à partir d'une direction différente. Voyager 1, qui a laissé le système solaire complètement cap différent,
Grimpant bien au-dessus le plan des planètes au lieu de plongeant en bas, il a son propre solitaire rendez-vous avec une star. Et c'est une étoile complètement différente. En gros, dans 40 000 ans, Voyager 1 devrait passer dans environ 1 lumière et demi-année d'une faible naine rouge cataloguée comme Gliese 445, une étoile dérivant du direction de la constellation Camélopardice. 2 vaisseaux spatiaux lancés à 2 semaines d'intervalle de la même planète par les mêmes personnes et leurs rencontres stellaires les plus proches sont avec 2 étoiles totalement indépendantes sur 2 différentes régions du ciel, atteintes par 2 chemins que personne n'a conçus. Rien à propos de l'une ou l'autre rencontre a été choisie. Chaque sonde simplement héritée d'une direction du poussé gravitationnel des planètes visitées. Et chacun avance maintenant cette ligne héritée vers n'importe quelle étoile. Il se trouve qu'il se promène à proximité. Le modèle est le message. Ce ne sont pas des voyages avec des destinations. Ce sont des trajectoires avec des coïncidences. Après Ross 248, les rendez-vous deviennent de plus en plus rares et plus étranges. La prochaine rencontre nommée dans Voyager 2, l'avenir est avec Sirius, le plus brillant étoile dans le ciel nocturne de la Terre. Un brillant balise bleue et blanche actuellement à environ 812 à des années-lumière. Quelque chose comme 296 000 dans quelques années, le chemin du vaisseau spatial le ramènera dans environ 412 années légères de Sirius. Asseyez-vous avec ce chiffre pendant un moment. C'est presque 300 000 ans dans le futur, une période plus longtemps que notre espèce n'existe. Et la rencontre est un passage plus que 2 fois plus éloigné que celui avec Ross 248. Si 1 et 7 10 années-lumière à peine se qualifient comme réunion, 412 léger rang est à peine une vague à travers un sale bondé. Selon les normes du galaxie, c'est toujours une approche notable parce que la galaxie est si vide que même arrivant à quelques années-lumière d'un l'étoile est relativement rare. Mais ça souligne le motif. Ce ne sont pas s'arrêter sur un itinéraire. Ils sont la poignée de moments dispersés sur des centaines de des milliers d'années, quand le vaste la solitude de l'espace interstellaire est interrompu par une autre étoile passant à 1 heure simplement, une distance énorme plutôt qu'un inimaginable. Ici, nous devons faire face à quelque chose de inconfortable, même ceux-ci, soigneusement calculés rencontres. La liste n'est pas fixe. C'est un brouillon et il continue d'être réécrit. Tout ce que nous pouvons dire sur les étoiles Voyager 2 passera, et quand et comment dépend entièrement de la façon dont nous connaître les 6 chiffres de chaque personne à proximité étoile. Et notre connaissance de ces chiffres a été transformée récemment et de façon spectaculaire par un seul instrument. Cet instrument est le GIA, un espace européen observatoire dont le seul objectif était de mesurer les positions, les distances et mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles, avec une précision qu'aucune enquête antérieure n'a menée proche de la correspondance. Avant le GIA, notre carte du quartier stellaire local était bon, mais grossier. Le projeté rencontre du Voyager et du Pioneer. Les vaisseaux spatiaux ont été construits avec des estimations instruites sur des données stellaires plus fragiles. Quand GIA et les mesures sont arrivées, les astronomes étaient capables de refaire ces projections avec loin des entrées plus nettes, de meilleures distances, de meilleurs des mouvements appropriés, de meilleures vitesses, et les listes de rencontres ont été révisées en conséquence. C'était précis de Guia Catalogue, qui permet aux chercheurs de cerner ces passages, retraçant les voyages trajectoires hérités vers l'avant et les comparer avec précision les chemins cartographiés des étoiles qu'ils pourraient approcher. La rencontre avec le Ross 248, le rencontre sérieuse, la confiance déclaration sur l'approche la plus proche distance. Ceux-ci reposent sur la carte de Gaïa où sont les étoiles et où elles sont va. Mais une carte n'est aussi définitive qu'enquête derrière cela, et les enquêtes s'améliorent. Chaque nouvelle version des données Gaïa affine à nouveau les chiffres. Futurs observatoires les affinera encore davantage. Et chaque raffinement peut mélanger le itinéraire rapprocher une rencontre, ou plus loin, plus tôt ou plus tard, ou révéler une approche que personne n'avait signalée auparavant. Pensez-y moins comme à un horaire fixe et plus comme une météo à long terme prévision. À court terme, la prédiction est digne de confiance. La physique, c'est propre et les entrées sont solides. Mais pousser les prévisions suffisamment loin et petites incertitudes, dans les données de départ se combinent en de grandes incertitudes dans le résultat. Une petite erreur dans une étoile lointaine vitesse mesurée, inoffensive sur une 1000 ans,
peut devenir sauvage position prévue différente sur une 100 000. La liste de rencontres est un instantané de nos meilleures connaissances actuelles, précis, utiles et provisoires. Il te dit à quoi ressemble le ciel fera compte tenu de ce que nous pouvons mesurer aujourd'hui. Cela ne promet pas ce que le ciel fera fait réellement. Tu peux regarder ça, le provisoire, directement dans les chiffres eux-mêmes. Différentes analyses, utilisant des données différentes et des hypothèses différentes, ne sommes pas parfaitement d'accord même sur le rencontre phare du Ross 248. Les chiffres de la NASA se rapprochent le plus à environ 1 et 7/10 années-lumière. Autres des calculs minutieux l'ont placé plus proche de 6/10 d'un parsec, ce qui est près de 2 années-lumière. L'écart entre ces réponses quelques dixièmes de l'année-lumière peut ressembler à une chicane, mais c'est révélateur. Cela signifie que même notre avenir le plus connu rencontre stellaire, celle que nous citons le plus en toute confiance, a une oscillation intégrée de des milliards de kilomètres, selon qui calcul auquel vous faites confiance. Si le produit phare la prédiction comporte beaucoup de marge. Dans 40 000 ans, imaginez à quel point on peut faire confiance aux chiffres il y a 40 millions d'années, soit 40 milliards. L'oscillation ne rétrécit avec le temps. Il grandit, et il y a un autre problème plus discret se cache en dessous même de ça. Gia a cartographié 1 milliard d'étoiles, ce qui ressemble à tout mais ce n'est pas le cas. Il y a étoiles trop faibles, trop lointaines, ou trop obscurcies pour avoir été cataloguées du tout, surtout le rouge le plus petit et le plus pâle, les naines, qui sont les étoiles les plus communes dans la galaxie et le plus difficile à voir. N'importe lequel d'entre eux pourrait en principe dériver à travers le chemin de Voyager 2 de bien plus près que n'importe quelle star que nous connaissons actuellement, et nous n'aurions aucun moyen d'avoir, je l'avais prédit, parce que l'étoile est tout simplement pas encore sur notre carte. Les rencontres que je peux citer les rencontres avec les étoiles, il se trouve que nous avons mesuré. L'univers n'est pas tenu d'envoyer uniquement étoiles cataloguées à proximité du vaisseau spatial. La liste des approches futures n'est pas une liste de tout ce qui va arriver. C'est une liste de tout ce que nous pouvons voir actuellement venir. Et les étoiles ne sont pas les seules, les choses dérivent là-bas que nous ne pouvons pas voir venir. Ces dernières années, les astronomes sont de plus en plus convaincus que l'espace interstellaire est peuplé d'une vaste population cachée de planètes voyous, mondes sans étoiles, jetés hors de l'étoile système où ils se sont formés et maintenant errant seuls dans la galaxie, sombres et froids et effectivement invisibles. Il y en a peut-être des milliards, peut-être encore plus de planètes voyous qu'il n'y en a étoiles, dérivant entre les systèmes stellaires dans le noir où rien les illumine. Nous ne pouvons pas les cartographier, nous ne pouvons pas les cataloguer. Une planète voyou n'émet presque aucune lumière propre, et à moins qu'on passe devant une étoile lointaine exactement au bon moment pour que nous le remarquions, cela ne laisse aucune trace peu détectée à partir d'ici. Ils sont, pour le à des fins de prédiction, un complètement variable sombre, et n'importe lequel d'entre eux pourrait réécrire tranquillement le chemin de Voyager 2. Une planète voyou n'a pas besoin de frapper le vaisseau spatial compte. Il suffit qu'il passe suffisamment près pour que sa gravité puisse tirer. L'un des chercheurs qui ont étudié l'avenir à long terme du Voyager le dit clairement. Une rencontre légèrement rapprochée avec une planète errante pourrait changer l'itinéraire du vaisseau spatial, en le poussant sur un parcours légèrement différent qui puis se compose au fil des âges en un chemin tout à fait différent. Et parce que ceux-ci, les mondes, nous sont invisibles, la rencontre n'est pas quelque chose que nous pourrions jamais prédire. Cela se produirait simplement dans l'obscurité, invisible et non enregistrée. C'est la différence entre une liste qui est simplement inachevée et une liste qui ne sera jamais finie. Une étoile incomplète. Le catalogue peut en principe être complété. Pointez un assez bon télescope vers le ciel assez longtemps et tu finiras par trouver les étoiles que vous avez manquées. Mais vous ne pouvez pas cataloguer ce qui n'émet aucune lumière. Les planètes voyous, les naines les plus faibles, la masse sombre et dérivante de la galaxie, ceux-ci garantissent que nos prévisions de les rencontres de Voyager 2 ne sont pas seulement actuellement incomplets, mais définitivement ouverts. Il manque toujours un numéro inconnu de termes que nous n'avons aucun moyen de remplir. Toute projection honnête porte ceci astérisque silencieux. Il décrit ce que la galaxie visible fera l'affaire et ne dit rien à propos de l'invisible qui se déplace vers la droite à côté. Maintenant, prends du recul et regarde la forme de ce que nous avons.
Ross 248 à environ 40 000 ans. Sirius vers 296 000 années. Une dispersion d'autres modèles approche au cours des quelques prochaines millions d'années. Analyse minutieuse à l'aide des données Gaïa ont établi que, à travers le prochain combat destiné à un passage remarquablement solitaire, à travers un tronçon extraordinairement vide du galaxie. 5 millions d'années de calcul solitude. C'est étonnant réalisation de la prédiction, et il devrait être honoré comme un seul. Mais rappelons-nous maintenant, questionner tout ce voyage est censé réponse. Où sera voyager 2 dans 10 des milliards d'années? Fixer 5 millions contre 10 000 milliards, et le sol s'ouvre en dessous vous. 10 000 milliards. C'est 2 millions de fois supérieur à 5 millions. Tout ce que je viens de passer tout ce temps à cartographier chaque étoile nommée, chaque calculé passage, tout le catalogue dur de l'avenir du vaisseau spatial, s'inscrit dans les 2 premiers millionièmes de l'échelle de temps demande réellement. Si vous compressez l'intégralité des 10 000 milliards d'années voyage en une seule année, puis tous ces étoiles soigneusement calculées, rencontre de Ross 248, aux dernières approches modélisées à 5 millions d'années, tout serait fini dans les 16 premiers secondes du premier jour de janvier. Tout ce que l'astronomie peut dire actuellement sur quelles étoiles voyager 2 passera équivaut à un brillant, pointu, confiant ruban au tout début d'une bobine qui court, dans cette analogie pour un plein année. Le reste de cette bobine le reste presque total et écrasant et sombre. Non pas parce que rien ne s'y passe, parce que c'est inconnaissable par les méthodes cela nous a donné le ruban. C'est le pivot crucial de toute l'histoire. Alors, soyons précis sur la raison pour laquelle le calcul s'épuise plutôt que simplement de plus en plus difficile. Ce n'est pas ça, les astronomes n'ont pas la puissance de calcul nécessaire pour projeter plus loin. C'est ça le même la méthode tombe en panne. Étoile étoilée. La prédiction de rencontre fonctionne à merveille, tant que 2 conditions sont remplies. Vous pouvez identifier les étoiles pertinentes, et l'heure, les mouvements restent prévisibles, sur toute la durée, vous projetez. Sur des milliers et voire quelques millions d'années. Les conditions tiennent à peu près. À proximité, les étoiles sont cataloguées, leurs chemins sont assez stables, et celui du vaisseau spatial, la trajectoire héritée, est une ligne épurée se penchant seulement doucement sous le diffus, l'attraction de toute la galaxie. Mais dépasse quelques millions d'années et les 2 conditions s'effondraient. Les étoiles non cataloguées s'accumulent dans le compte. Les étoiles mesurées dérivent assez loin pour que le petit d'aujourd'hui, les incertitudes, se transforment en ignorance totale de leur position. Et les étoiles eux-mêmes ne restent pas immobiles par rapport à les uns les autres, comme le calcul soigné suppose qu'ils tissent et se dispersent, la gravité se pousse mutuellement et tout entre eux sur de nouveaux chemins au-delà d'un certain horizon. Demandant lequel. Une étoile spécifique passera ensuite par voyager 2, cesse d'être une question avec un calculable réponse. Il y a tout simplement trop de déménageurs trop mal connus, trop en avance. Avis aussi ce qui est tranquillement arrivé au caractère de nos prédictions sur le déroulement de ce voyage. Au début du voyage, nous pourrions parler dans la langue de certitude, position mesurée, vitesse mesurée, une évasion nette de le Soleil, une côte à travers le nuage gouvernée par une gravitation dominante voie. Ici, à l'ère du stellaire, grand contre, nous avons glissé dans un langage plus doux sans vraiment s'en rendre compte. Nous disons que voyager 2 dépassera probablement Ross 248 à environ 1,7 années-lumière, comme autant que nous puissions en juger actuellement. Nous couvrons, car les entrées sont provisoires et les délais sont longs. Ce changement dans le langage n'est pas de l'insouciance. C'est l'honnêteté suit la réalité. L'univers devient de moins en moins prévisible pour nous plus loin. Nous regardons et les mots sont simplement l'admettre. Au début, ceci voyage traité en mesure. Maintenant, c'est traite du calcul. Et le calcul, aussi sophistiqué soit-il, il est toujours aussi digne de confiance comme la carte sur laquelle il est construit et l'échelle de temps est étirée à travers. Et nous venons de regarder les 2 cela cèdent. Alors, où cela nous mène-t-il le vaisseau spatial et nous? Il quitte le voyager 2 sur une trajectoire que nous pouvons tracer en détail pour le premier tronçon, dessiné avec la confiance s'estompe au cours des premiers des millions d'années, et puis plus rien. Un blanc et cela nous laisse entièrement besoin d'une façon de penser différente, parce que l'approche star-bistar qui nous a permis de réaliser cela loin a atteint sa fin naturelle. Si nous ne peut pas suivre le vaisseau spatial d'une étoile spécifique
à la suivante sur 10 des milliards d'années, alors le seul honnête la voie à suivre est d'arrêter le suivi rencontres individuelles et demander une question plus vaste. Pas quelle étoile le fera sa passe, mais c'est quoi le vaisseau spatial, ce que fait la galaxie dans son ensemble. Parce que voici la chose qui est soignée, ligne droite de la trajectoire, le calcul nous a tous caché le long. Voyager 2 ne vole pas vraiment une ligne droite du tout. Cela n'a jamais été le cas. Ce chemin d'évasion propre, ce d'où la courbe hyperbolique à partir du Soleil, est une illusion locale assez vraie des milliers d'années et quelques lumières-années, mais faux sur des millions d'années et des milliers d'années-lumière. Sur le à plus grande échelle, le vaisseau spatial n'est pas quitté la galaxie, ce n'est même pas essayé d'eux. Il tombe dans un vaste orbite lente et rapide autour du lointain cœur de la Voie lactée, exactement comme notre le Soleil le fait, exactement comme toutes les étoiles autour, nous sommes liés à la galaxie. Adopté le long de son immense rotation, un de plus petits objets circulant dans le même courant que 400 milliards d'étoiles. La douce courbe que nous avons si soigneusement calculée n'est que le premier presque arc imperceptible d'un virage qui prend des centaines de millions d'années pour complet. Et une fois que tu auras compris ça, voyager 2 est plutôt sur une orbite galactique qu'une évasion directe, l'ensemble, la question de son avenir change de forme. Le vaisseau spatial n'est plus une flèche tirée dans le noir. C'est un passager sur une roue si énorme qu'un seul la révolution survit à la montée et à la chute de chaînes de montagnes. Une roue qui tournera et retourne à nouveau des dizaines de milliers de fois avant 10 000 milliards d'années écoulées. Il est temps d'arrêter de regarder les étoiles glissent devant le vaisseau spatial et commencer à regarder la galaxie elle-même prendre tiens-le. Oubliez le vaisseau spatial pour un moment et pensez à une feuille sur un rivière. Si tu le regardes quelques instants secondes, il semble voyager dans une ligne droite glissant doucement à travers la surface. Vous pourriez mesurer son vitesse, noter sa direction et prédire avec confiance où ce sera un instant plus tard. Mais cette ligne droite est un mensonge d'échelle. La feuille n'est pas vraiment allée tout droit du tout. C'est étant transportée par un courant qui se courbe avec le lit de la rivière. Et si tu suivais pendant 1 kilomètre, tu le regarderais se plier autour de chaque méandre, entraîné par un flux beaucoup plus grand que lui-même. C'est vrai, le mouvement n'est pas le petit tiret droit vous avez mesuré. Son véritable mouvement est le forme de toute la rivière. Voyager 2 est cette feuille, et la Voie lactée c'est sa rivière. Tout ce que nous avons tracé un instant, il y a la fuite nette du Soleil, le courbe hyperbolique douce, le prudent ligne tracée après Ross 248 et le petit tiret droit. C'est précis sur des milliers d'années et quelques années-lumière, et c'est complètement trompeur à propos de ce qui se passe sur des millions d'années et des milliers d'années-lumière, parce que le vaisseau spatial ne s'échappe pas de la galaxie. Il ne peut pas s'échapper de la galaxie. C'est se déplaçant loin d'être assez rapide. Les mêmes 15 km/h qui lui permettent de se libérer le Soleil est toujours un crawl comparé à ce qui serait nécessaire pour sortir de l'énorme puits gravitationnel de la Voie lactée. Et ainsi, tout comme le Soleil, tout comme toutes les étoiles que vous avez jamais vues, voyager 2 est lié. Il a rejoint le grand lent roux de la galaxie. Et à partir de maintenant, la galaxie est aux commandes. C'est le recadrage, tout a été construit vers. Au départ, la dominante, la voie gravitationnelle, était celle du Soleil. Ensuite, il était une poignée d'étoiles passagères. C'est désormais toute la Voie lactée. 400 des milliards d'étoiles et une vaste masse invisible de matière noire qui se rassemblent. Leur gravité combinée courbant le vaisseau spatial, dans un chemin qui répond à la galaxie dans son ensemble, plutôt qu'à n'importe quel autre, un seul objet à l'intérieur. Le vaisseau spatial est devenu citoyen de la galaxie, soumis à sa rotation, en orbite autour de son centre éloigné avec tout d'autres. Et cette orbite est presque incompréhensiblement grandiose. Notre Soleil, et le tout un quartier d'étoiles autour, fait le tour du centre de la Voie lactée environ une fois tous les 225 à 250 millions d'années. Ce chiffre unique remodèle toute la question que Voyager 2 dérive avec les stars locales. C'est juste une telle orbite fera une boucle autour du centre galactique à peu près chaque 225 millions d'années, et ça gardera le faire tour après tour aussi longtemps que possible, reste lié. La dernière fois que notre Soleil était à ce même point de son galactique orbite, les premiers dinosaures n'étaient que vient d'apparaître sur Terre. Un tour de cette roue s'étend à peu près sur toute la surface s'étendent de ces premiers dinosaures à aujourd'hui,
Et la question que nous poursuivons 10 000 milliards d'années ne représente pas un seul tournant. Divisez 10 000 milliards par 225 millions et vous obtenez un nombre dans les dizaines de des milliers. Voyager 2, s'il survit et reste lié, fera le tour du cœur de la galaxie environ 40 000 fois, avant que notre échelle de temps ne soit écoulée. 40 000 tours d'une piste si vaste qu'un seul tour éclipse l'histoire des animaux. Donc la ligne droite a disparu. À sa place se trouve un roux, et même pas une répétition propre roux, parce qu'une orbite galactique est rien de tel que le rangement proche de la perfection ellipse d'une planète tournant autour d'une étoile. La planète tourne autour d'une seule masse dominante concentrée en un seul point, et donc ça trace à nouveau le même chemin lisse, et encore une fois, mais la masse de la Voie lactée n'est pas en un point. Il est étalé sur un 100 000 étoiles-lumière, gaz, sombre matière, bras en spirale, tentaculaire, grumeleuse, distribution toujours changeante. Une orbite à travers cela se fait une boucle, un tissage, chose qui précède et qui n'est jamais tout à fait répète, dérivant un peu à chaque fois autour, sa forme exacte, en fonction de l'arrangement en constante évolution de tout le reste dans la galaxie. Voyageur. Le chemin de 2 n'est pas un groove. Ce sera retracé 40 000 fois. C'est 40 000 boucles légèrement différentes, chacune poussée par la gravité changeante de la galaxie en quelque chose d'un peu différent du précédent. Et ce coup de coude constant est là où le véritable démantèlement de la prévisibilité commence. Parce que pendant que le vaisseau spatial balaie autour de la galaxie, sur sa longue orbite, il ne voyage pas dans le vide. Il passe des étoiles. Plus de centaines de millions d'années, sur des milliards d'années, sur les immenses étendues auxquelles nous sommes confrontés actuellement avec, Voyager 2 dérivera près d'innombrables étoiles, la plupart aux mêmes distances stupéfiantes que nous avons rencontrées auparavant. Une année-lumière ou plus, assez proche de remarque, mais beaucoup trop lointain pour avoir de l'importance beaucoup individuellement. Pourtant, la gravité n'a jamais s'éteint complètement. Chacun d'entre eux, les étoiles qui passent, donnent au vaisseau spatial le moindre remorqueur gravitationnel, un murmure d'une traction, redirigeant son chemin par une quantité trop petite pour être mesurée de quelque manière que ce soit rencontre unique. Et voici le chose cruciale. Ces petits remorqueurs accumulés. Un n'est rien. 1000 ce n'est pas grand-chose. Mais sur des milliards de des années et des millions de rencontres, ils s'additionnent dans un lent et implacable randomisation de l'orbite du vaisseau spatial. Ce procédé a même un nom parmi astronomes qui étudient les mouvements d'étoiles, diffusion gravitationnelle. C'est la raison pour laquelle l'orbite soignée n'est jamais approximatif. Chaque passage stellaire lointain traite la trajectoire du vaisseau spatial. Un petit hasard poussé, et la somme de tous ces coups à travers le temps cosmique, est un chemin qui s'éloigne de plus en plus tout ce que nous aurions pu prédire au commencer. C'est le mécanisme qui coupe enfin le lien entre le présent mesuré et le futur profond. Une fois que nous pourrions prédire la trajectoire du vaisseau spatial chemin, parce qu'une voie gravitationnelle dominait et les variables étaient peu nombreuses. Ensuite, le calcul s'est effiloché parce que les étoiles étaient trop nombreuses et trop mauvaises cartographiées. Maintenant, nous pouvons voir pourquoi l'effilochage n'est pas une limitation temporaire, mais un permanent. Ce n'est pas qu'il nous manque les données pour calculer l'effet du prochaine rencontre stellaire. C'est que les rencontres sont effectivement aléatoires et composées chaléatoires. Un système piloté par l'effet cumulatif d'innombrables petits coups de coude imprévisibles ne sont pas quelque chose vous pouvez extrapoler. C'est l'équivalent gravitationnel d'essayer de prédire exactement où se trouve une seule molécule. De crème finira, après que vous l'ayez remuée dans le café. Vous connaissez la physique de parfaitement chaque collision. Tu es toujours, je ne peux pas dire où va la molécule. Parce que la réponse dépend d'une chaîne d'interactions trop longue et trop sensible à suivre. L'orbite de Voyager 2 à travers des milliards d'années deviennent exactement cela genre de problème. La trajectoire ne cessait d'exister. Cela cesse d'être connaissable. Alors, que peut faire la diffusion gravitationnelle fait réellement au vaisseau spatial à travers assez de temps? Il existe un spectre de résultats, et cela vaut la peine de les parcourir soigneusement, parce que c'est là qu'un beaucoup de propos vagues tournent mal. Aux fins douces, l'effet le plus courant est simplement ce que nous avons décrit. Une évolution progressive remodelage de l'orbite, le vaisseau spatial dérivé sur une boucle quelque peu différente autour de la galaxie, puis une autre et un autre.
Son chemin erre lentement à travers la gamme d'orbites disponibles pour objets dans sa région. C'est l'histoire extrêmement probable pour la plupart de l'échelle de temps. Pas un événement dramatique, mais un patient réaménagement cumulatif. Plus loin sur le spectre, une approche plus proche ou un passage stellaire mieux synchronisé pourrait donner le vaisseau spatial un coup de pied plus grand, jetant sur une orbite sensiblement différente. Peut-être celui qui le rapproche beaucoup plus au centre galactique bondé sur certains tours, ou beaucoup plus loin dans le clairsemé banlieue galactique sur d'autres. Et aux extrémités extrêmement rares du spectre, le coup de pied accumulé ou un coup de pied inhabituellement fort pourrait en principe ajouter assez d'énergie pour le mouvement du vaisseau spatial pour le dissocier complètement de la galaxie, le disperser vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il dérive libre dans l'espace intergalactique. Revenons à cette possibilité parce qu'elle compte énormément plus tard. Mais la clé, le point pour l'instant, est que ce sont possibilités classées par probabilité, pas un seul destin fixe, d'où le remodelage est courant. Une grande orbitale, le changement est possible. L'éjection est rare et tarde à arriver. L'avenir du vaisseau spatial n'est pas une voie unique, mais un éventail grandissant de chemins. Et la diffusion gravitationnelle est qu'est-ce qui étend cet éventail plus largement à chaque fois passé une éternité. Mais maintenant, nous devons garder contre une idée fausse selon laquelle le mot « la rencontre » a tendance à planter parce qu'elle est exactement le genre de faux drame que toute l'histoire est censée être évitée. Quand nous disent que voyager d'eux dépassera d'innombrables étoiles et être dispersé par eux, c'est tentant pour imaginer des quasi-collisions, le vaisseau spatial se faufilant entre flamboyants soleils, évitant la catastrophe. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La définition, le fait que la galaxie ne soit pas si peuplée c'est à quel point c'est vide. Nous avons rencontré ça vide plus tôt à l'échelle de rencontres individuelles, et ce seulement s'approfondit ici. Les étoiles de la Voie lactée sont si largement séparées qu'une véritable collision physique entre le vaisseau spatial et une étoile est presque incroyablement improbable. Les chercheurs qui ont étudié le destin à long terme du voyager estimaient que l'échelle de temps pour l'un de ces vaisseaux spatiaux pour réellement frapper l'étoile est de l'ordre de 10 aux 20 années de puissance. Un 1 suivi de 20 zéros. Cela fait 100 quintillions d'années. Comparez cela à notre question de 10 000 milliards d'années, 10 au 13, et l'échelle de temps de collision est d'environ 10 des millions de fois plus long que l'ensemble durée sur laquelle nous nous interrogeons. Dans d'autres mots, sur l'ensemble des 10 000 milliards d'années de ce voyage, les chances que Voyager 2 a déjà heurté physiquement une étoile restent extrêmement petites. La diffusion qui remodèle son orbite n'est pas causée par des quasi-accidents, mais par des lointains et doux passages. Étoile à une année-lumière ou plus loin, tirant doucement, jamais à distance proche du contact, la galaxie se réorganise la trajectoire du vaisseau spatial, pas par le menaçant, mais en le frôlant ça encore et encore de loin pour des milliards d'années. Il existe une deuxième façon, la galaxie tend la main et remodèle la trajectoire du vaisseau spatial, et il n'a rien à voir avec les étoiles. Dispersés à travers la Voie lactée sont d'énormes nuages de gaz et la poussière. Vastes, froids, diffus des structures, certaines à des années-lumière à travers, contenant suffisamment de matière pour naissance de milliers d'étoiles. Voyager 2 sera dérive à travers ces nuages sur son long orbite. Et ici, le vaisseau spatial, une trajectoire particulière, rend les choses plus intéressantes. Son chemin autour de la galaxie ne se limite pas au plan plat où la majeure partie de la matière de la galaxie repose. Il s'élève au-dessus de cet avion et coule en dessous, oscillant de haut en bas cercle. Et c'est précisément au-dessus et sous l'avion lors de ces excursions que le vaisseau spatial passe son temps dans les régions où se trouvent certains nuages le plus épais. La plupart du temps, à la dérive à travers un tel nuage, ne fait pas grand-chose mais éroder très doucement le vaisseau spatial surface, sujet sur lequel nous reviendrons. Mais un nuage n'est pas seulement une brume abrasive. Il est une concentration de masse, et la masse signifie la gravité. Les chercheurs qui modélisaient l'avenir profond du voyager notaient que ces nuages transportent tellement de matière rassemblée dans une région pour qu'ils puissent effectivement plier la trajectoire d'un vaisseau spatial qui passe, le tirant hors de son cours précédent et le jeter sur un nouvel orbite. Parfois, je le jette plus loin vers le bord de la galaxie, parfois le déviant plus profondément vers le noyau. Un seul nuage massif rencontré au l'angle droit
peut faire en un seul passage ce que des milliers de remorqueurs stellaires lointains le font au fil des éons. Et le vaisseau spatial a un rôle décisif s'engager sur un chemin qui n'était pas le cas auparavant sûr. Et comme tout le reste échelle, exactement quand et où un tel la rencontre se produit, ce n'est pas quelque chose le calcul actuel peut prévoir. C'est une source de redirection supplémentaire, encore une main aléatoire. En attente l'obscurité le long d'un itinéraire que nous ne pouvons pas tracer. Cette distinction entre une orbite étant remodelée et un objet détruit va avoir de plus en plus d'importance à mesure que nous allons. Pour l'instant, tenez bon. À travers 10 000 milliards d'années, Voyager 2 est bien loin plus susceptible d'être redirigé doucement vers 1000 fois que d'être frappé même une fois. La menace qui pèse sur sa prévisibilité, ce n'est pas de la violence. C'est une accumulation. Et voici la couche suivante du s'effondrer. Celui qui devient difficile problème en un problème impossible. Jusqu'à présent, nous avons parlé comme si la galaxie elle-même reste en place, comme si Voyager 2 orbite dans un Milky fixe, voie dont nous pourrions au moins avoir la gravité d'écrire, même si nous ne pouvons pas suivre chaque étoile. Mais la galaxie ne reste pas sur place. Sur les durées que nous envisageons maintenant, la Voie lactée n'est pas une toile de fond stable. C'est un corps en mouvement, changeant, évolution, et sur une éventuelle collision court avec un géant. Ce géant est le galaxie d'Andromède, notre grande galaxie la plus proche voisin, une vaste spirale actuellement en cours à 2,5 millions d'années-lumière et dérive vers nous. Pendant des décennies, l'histoire racontée à propos d'Andromède était l'une des sombres certitudes. Les deux galaxies étaient destinées à entrer en collision dans environ 4 à 5 milliards d'années, fusionnant lentement, cataclysme gravitationnel, en un seul galaxie elliptique que certains astronomes surnommaient Milka. Cette fusion a été traitée comme un événement fixe sur le calendrier du futur, comme aussi fiable que le vieillissement du Soleil. Et si c'était réparé, ça nous dirait un super accord sur l'environnement Voyager 2 habitera, parce que quelle que soit la galaxie, le vaisseau spatial est obligé de le faire, il avance à travers tout ce qui arrive à cette galaxie. Mais cette certitude s'est récemment brisée, et la fissure est instructive. En 2025, une équipe d'astronomes dirigée par Till Sala a publié une nouvelle prudente analyse dans la revue Nature l'astronomie, combinant les dernières et les plus mesures précises du Gaia et télescopes spatiaux Hubble. Ils l'ont fait quelque chose que les anciennes prédictions n'avaient pas entièrement réalisé. Ils représentaient l'influence gravitationnelle de l'autre membre important de notre famille locale des galaxies, en particulier les grands nuages mélaniques, un satellite substantiel de la Voie lactée et d'Andromède grand compagnon, la galaxie du Triangle. Quand ils ont analysé les chiffres non pas une fois, mais à travers 100 000 simulations, échantillonnage à travers toutes les incertitudes du position, mouvement et masse de ceux-ci galaxies, le soi-disant certain, la collision s'est dissoute en un tirage au sort. Leur conclusion était qu'il n'y a environ 50% de chances que la Voie lactée et Andromède fusionnent en fait dans le prochain 10 milliards d'années. La moitié du temps dans leur simulation, les deux galaxies se sont simplement croisées, se rapprochant, peut-être en quelques 100 000 années-lumière, mais pas entrer en collision, se séparer à nouveau pour continuer leur vie séparée, au moins depuis longtemps. Pourquoi la certitude s'effondrer? Pour exactement la raison pour laquelle toute l'histoire revient sans cesse à deux variables, chacune portant ses propres erreurs de mesure, se transformant en une large éventail de résultats possibles. Là, il s'avère qu'un gros nuage mélanique tire la Voie lactée d'un côté. Poussant du coude, il est sorti du plan d'un front approche et faire une collision propre moins probable. Le triangle tire l'autre façon, rendant la collision un peu plus probable. En fonction des masses précises et des mouvements que nous ne connaissons pas parfaitement, le système peut basculer soit manière. C'est la même leçon que liste de rencontres que nous avons construite plus tôt, écrite désormais à l'échelle de galaxies entières. Les prédictions sont aussi certaines que cartes, et la carte comporte des barres d'erreur. Et sur des périodes suffisamment longues, ces barres d'erreur avalaient la réponse en entier. Cela compte énormément pour Voyager 2, car il signifie que nous ne pouvons même pas préciser l'étape sur laquelle l'avenir profond du vaisseau spatial se joue. Considérez le branchement possibilité. Dans un scénario, la Voie lactée et Andromède fusionnent. Les deux spirales se déchirent des centaines de millions d'années.
Leurs gaz des nuages entrent en collision et déclenchent des éclats de nouvelles étoiles, leurs structures en spirale soignées se bousculant et finalement s'installant une seule vaste galaxie elliptique lisse. Dans ce cas, Voyager 2, en supposant que ce soit toujours lié, se retrouverait en orbite au sein d'une galaxie complètement transformée, un avec une forme différente, un autre la grande distribution, une autre caractère gravitationnel que le laiteux comment il a commencé. Son orbite aurait été violemment remaniée au cours de la fusion. Dans son ensemble gravitationnel, le paysage sur lequel il roulait a été déchiré et reconstruit. Modélisation plus ancienne de cette fusion, le scénario donne une idée concrète de juste à quel point le remaniement pourrait être violent. Des chercheurs du Centre de astrophysique, dirigé conjointement par Harvard et le Smithsonian, a examiné ce qu'est un Milky. La fusion de Way et Andromeda pourrait avoir des conséquences systèmes comme nos propres fils, et j'ai découvert que la collision pourrait projeter un tel système environ 3 fois plus loin du centre galactique qu'il se trouve aujourd'hui, le jetant dans le clairsemé galactique banlieue alors que la gravité des deux galaxies déchirait sur les anciennes orbites ordonnées. Ils ont également trouvé quelque chose de plus frappant, une petite mais réelle chance. Ils ont estimé environ 1 sur 8 qu'un système pourrait être éjecté entièrement de la galaxie fusionnée pendant le bouleversement, jeté clairement dans l'espace intergalactique dans le chaos du collision. Appliquez maintenant cela à Voyager 2. Si une fusion se produit et que le vaisseau spatial est toujours en route à ce moment-là, alors, quelle que soit l'orbite qu'elle avait été, le traçage patiemment se déchire exactement de cette façon, soit projeté vers l'extérieur sur une boucle beaucoup plus grande, à travers une galaxie transformée, ou avec une plus petite mais une véritable probabilité, chassée du galaxie tout à fait. Un seul événement de quelques centaines millions d'années pourrait détruire des milliards d'années d'orbite accumulées et réinitialiser le tout l'avenir du vaisseau spatial en un seul accident vasculaire cérébral. C'est pourquoi nous ne pouvons même pas nommer le conteneur. Dans un autre scénario, les galaxies se croisent simplement. Un proche raté qui déforme les deux spirales avec les marées projette de longs ruisseaux d'étoiles, déformant leurs disques sans complètement les combiner, du moins pas pour longtemps. Le temps. Dans ce cas, Voyager 2 roule à travers une galaxie qui a été perturbée et étirée mais pas détruite, et dans encore un autre, l'interaction est plus douce encore ou retardée bien plus longtemps que attendu. Chacun d'eux produit un environnement différent, un autre champ gravitationnel, un ensemble différent de orbites possibles pour le vaisseau spatial, et nous ne pouvons pas dire lequel se produira. La déclaration la plus honnête est que l'avenir de la Voie lactée elle-même est désormais un espace ouvert question. Et si nous ne parvenons pas à cerner le galaxie, nous ne pouvons certainement pas en identifier une petite machine de dérive à l'intérieur. Là est une subtilité qui mérite d'être ajoutée au proche Miss Branch, car c'est facile à entendre 50% de chance de ne pas avoir de collision ni d'image, les deux galaxies se croisent et se séparer pour toujours. Ce n'est pas c'est tout à fait ce que signifie le scénario d'accident évité de justesse. Même les simulations dans lesquelles le Milky Way et Andromeda évitent une directe collision dans les 10 prochains milliards d'années, ils ne parviennent souvent pas à s'en échapper un autre pour de bon. Quand deux galaxies de cette taille se croisent, ils se frayèrent un chemin à travers les halos extérieurs de chacun les étoiles et la matière noire. Et ce passage agit comme une pause. La traînée a un nom friction dynamique, et cela fonctionne par purger l'énergie orbitale des deux galaxies à leur passage, afin que chacune, le swing, les emmène un peu moins loin, à part que le dernier. Dans beaucoup d'entre eux scénarios, les galaxies retombent vers l'un l'autre, et après un ou plusieurs s'épacent en décomposition, fusionnent de toute façon plus tard, et après une période plus prolongée et dense compliquée. Pour Voyager 2, ceci signifie que l'avenir des branches est même plus riche qu'un simple fork entre deux fusions et ne fusionne jamais. Il y aura bientôt une fusion dans quelques milliards d'années. Il y a une passe alors fusion s'étalant sur une durée beaucoup plus longue, avec le vaisseau spatial chevauchant une galaxie qui est perturbée, étirée et remodelée par passes rapprochées successives avant que les deux ne se combinent enfin. Et il y a une réelle possibilité de non-fusion du tout dans les délais, ça compte ici. Les deux géants s'installaient sur une longue orbite mutuelle. Chacun d'entre eux écrit une histoire différente pour la galaxie qui transporte le vaisseau spatial, et donc une autre inconnaissable histoire du vaisseau spatial lui-même. Quoi, on peut dire que sur 10 000 milliards ans,
les chances qu'Andromeda quitte la Voie lactée de façon permanente et complète intacte sont minces. D'une manière ou d'une autre, sur un horaire ou un autre, le quartier où le vaisseau spatial se promène à travers va être réorganisé. Remarquez ce qui est arrivé au calque d'incertitude au cours de cette période voyage. Au départ, un seul puits comprit le champ gravitationnel. Les soleils prédisons la trajectoire du vaisseau spatial presque parfaitement. Puis, la multiplication d'étoiles mal cartographiées a dégradé cette prédiction en imprévision provisoire et toujours révisée. Maintenant, deux nouvelles sources d'incertitude sont apparues empilées sur le dessus. Premièrement, gravitationnelle. La diffusion par d'innombrables étoiles rend aléatoire l'orbite du vaisseau spatial sur des milliards d'années, transformant sa trajectoire en quelque chose de fondamentalement imprévisible, plutôt que simplement difficile à calculer. Et deuxièmement, la galaxie elle-même, la conteneur dans lequel le vaisseau spatial orbite, est devenue une variable, son propre avenir, accroché à un tirage au sort entre la fusion et quasi-accident. Chaque échelle de temps plus grande a enlevé une autre couche de certitude. Nous avons commencé par une mesure ligne. Nous avons maintenant un nuage de probabilité à l'intérieur d'une galaxie dont nous ne pouvons pas façonner la forme prévision. Et nous n'avons même pas atteint l'échelle de temps pour laquelle l'histoire porte son nom. Et pourtant, c'est important. Nous n'avons pas tombé dans la pure ignorance. C'est le discipliner tout le sujet exige. Distinguer ce que nous ne pouvons pas prédire de ce que nous pouvons encore. Nous ne pouvons pas prédire l'orbite spécifique de Voyager 2 dans le futur profond, ou quelles étoiles il sera passé ou si sa galaxie fusionne ou manque. Mais on peut quand même dire que c'est significatif des choses, sur la gamme de ce qui est possible, parce que la physique sous-jacente est toujours valable, même lorsque les résultats ne le sont pas. Nous connaissons, le vaisseau spatial est lié à la galaxie, à cause de sa vitesse est bien inférieure à la vitesse de fuite, nous le savons, orbitera autour du centre galactique à une heure échelle de quelques centaines de millions d'années, parce que c'est ainsi que fonctionne la gravité, cette distance. Nous savons que la diffusion gravitationnelle remodelait lentement cette orbite, parce que cela est l'inévitable statistique, conséquence d'innombrables étoiles passage. Nous connaissons la collision physique avec une étoile, restera extraordinaire, peu probable, sur toute la durée car la galaxie est extrêmement vide. Et nous savons que l'environnement galactique changeait radicalement, même si nous ne pouvons pas dire exactement comment, parce qu'Andromède est venant d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas prédictions d'un destin spécifique. Ils sont les limites fermes, à l'intérieur desquelles chaque le destin possible doit mentir. La carte a perdu son détail, mais il a encore ses bords. C'est la forme honnête du Voyager 2 l'avenir, alors qu'il entre dans le temps vraiment profond échelle. Pas une route, mais un éventail qui s'élargit de possibilités, délimité par la physique, nous comprendre. Largement diffusé par les processus que nous ne peut pas suivre en détail. Le vaisseau spatial est un objet lié sur une orbite galactique, étant lentement dispersé sur toujours moins des chemins prévisibles à l'intérieur d'une galaxie qui se dirige lui-même vers une période incertaine transformation. Chacun d'entre eux, les déclarations sont défendables. Aucun d'entre eux peut être aiguisé en coordonnées. Et nous n'en sommes toujours pas là. Nous avons suivi Voyager 2 du dernier signal humain à travers le ou le nuage, après son nom des rencontres stellaires dans son longue orbite galactique et jusqu'aux grandes interactions incertaines avec Andromède. Un événement qui se déroulera au cours du prochain plusieurs milliards d'années. Mais des milliards de les années ne sont pas des milliards. La question qui a nommé tout ce voyage atteint 1000 fois plus loin encore, jusqu'à 10 des milliards d'années, dans une époque si lointaine, que même la fusion avec Andromeda, que cela se produise ou non, ce sera histoire ancienne. Une chose qui s'est produite dans la première infime fraction de la longue existence du vaisseau spatial. Là-bas, le Soleil sera mort depuis longtemps. Le familier, les étoiles auront disparu. La galaxie, fusionnée ou pas, aura vieilli pour devenir quelque chose que nous, je le reconnaîtrais à peine. Et pourtant, s'il a survécu, un vestige d'une machine construite par des mains humaines, dans les années 1970, tourneront silencieusement sur le 30 millième ou 40 millième boucle d'une roue, non il reste à mesurer. Il est temps un dernier à atteindre la pleine envergure du question qui se posera dans 10 000 milliards d'années maintenant. Et je demande si quelque chose peut, honnêtement, il faut dire où Voyager 2 sera. Allons-y enfin. Pas 1 000 ans, pas 1 million, même pas les quelques milliards qu'il faut pour Andromède arriver ou ne pas arriver. Restons debout 10 dans des milliards d'années,
et rechercher le vaisseau spatial. Même pour aborder ce chiffre honnêtement, il faut d'abord sentir à quelle distance est assis. L'univers actuel est d'environ 13,8 milliards d'années. 10 000 milliards ans, c'est plus de 720 fois. Tout cela l'histoire, tout depuis la première lumière après le Big Bang à ce moment-là, phrase, rejouée 700 fois. Et alors seulement nous arrivons au moment où nous demande. Chaque durée que nous avons traversée jusqu'à présent dans cette histoire, le mourant de la puissance du vaisseau spatial, son passage à travers le nuage du devoir, ses rencontres avec Ross 248 et Sirius, ses longs dispersés à travers la galaxie, l'ensemble drame de savoir si la Voie lactée fusionne avec Andromède, tout ça se déroule dans le premier petit fragment de ces 10 000 milliards d'années. La question d'Andromède qui nous a consumés il y a un instant et qui atteint plusieurs milliards d'années l'avenir, est réglée dans le premier 1/1000 de l'échelle de temps dont nous disposons actuellement atteint. Nous avons passé tout cela voyage d'escalade, et c'est seulement maintenant que nous avons arrivé à la montagne, le titre souligné tout au long. Et le premier chose à dire sur 10 billions d'années, c'est quelque chose qui va à l'encontre de tous les clichés sur le futur lointain. Ce n'est pas la fin de tout. C'est là que beaucoup de les documentaires atteignent l'obscurité et un univers froid et noir mort. Et ça, ce serait dramatique, mais ce ne serait pas le cas vrai. Et la vérité est plus étrange. 10 dans 1000 milliards d'années, les étoiles brillent toujours, pas des étoiles comme la nôtre Soleil. Ceux-là ne vivent qu'environ 10 milliards d'années, et chaque étoile semblable au Soleil aura depuis longtemps brûlé et effondré dans une braise qui refroidit lentement. Mais la galaxie est pleine de plus petits, plus sombres, bien plus étoiles patientes, les naines rouges, qui constituent la grande majorité de toutes les étoiles qui existent. Une naine rouge sirote le carburant si lentement qu'il peut continuer à brûler pendant des milliards d'années, certaines pendant 10 000 milliards d'années et au-delà. Les astronomes qui ont cartographié les profondeurs, l'avenir du cosmos, placent la vraie fin de l'âge de la lumière des étoiles, l'époque où les étoiles naissent encore et toujours brillant à environ 100 billions d'années. 10 000 milliards d'années ne représentent qu'un dixième du chemin vers cette fin. Alors le ciel, voyagé 2, dérive au moment choisi et pas vide et sombre. Il est sombre, rougi, a éclairci une galaxie éclairée par le long lueur fraîche des naines rouges avec le brillant les étoiles chaudes ont toutes disparu. C'est le crépuscule, non nuit. Le vaisseau spatial, s'il survit, traverse une galaxie vieillie mais pas encore mort. Alors, préparez le terrain de cette façon. Une galaxie fanée, éclairée par le rouge, il y a 10 000 milliards d'années donc. La plupart de ces brillantes étoiles éteintes, son patient nain encore brûlant bas. Et quelque part à l'intérieur, ou peut-être plus à l'intérieur, se trouve l'objet que nous avons suivi. Ou c'est exactement ça. Ici, nous devons être plus disciplinés qu'à tout autre moment de l'histoire, parce que la réponse honnête n'est pas un endroit. Il s'agit d'une distribution de possibilités. Et l'intellectuel, le courage de tout cet exercice réside dans refuser d'effondrer cette distribution dans une fausse certitude, simplement parce qu'une seule réponse semblerait plus satisfaisant. Nous ne pouvons pas donner de coordonnées. On ne peut pas nommer une étoile. Ce que nous pouvons faire, et ce n'est pas rien, c'est exposer le gamme d'états dans lesquels le vaisseau spatial pourrait être classé selon la façon dont chacun est défendable, c'est-à-dire que, limité par la physique, nous sommes véritablement comprendre. Commencez par le plus probable état, celui que la physique connaît le plus fortement prend en charge. Dans 10 000 milliards d'années, Voyager 2 sera probablement encore lié gravitationnellement à le reste de sa galaxie d'origine. Que ce soit, c'est un descendant encore reconnaissable de la Voie lactée ou des colonies fusionnées galaxies elliptiques qui résulteraient si Andromède est entré en collision avec lui il y a longtemps. La raison pour laquelle c'est le scénario principal vient directement des échelles de temps que nous établit plus tôt, le processus qui finit par déchirer les galaxies. Le lente évaporation d'une galaxie, comme la diffusion gravitationnelle, projette les membres vers l'extérieur un par un, fonctionne sur une échelle de temps d'environ 10 € la puissance 20 années. Cela fait 100 quintillions d'années, environ 10 millions de fois plus long que le nous envisageons 10 000 milliards d'années. À 10 000 milliards d'années, évaporation galactique vient à peine de commencer. La plupart des objets qui j'ai commençaient à me lier à la galaxie et j'en suis à sa pointe toujours lié. Donc le plus simple, la déclaration probable que nous pouvons faire est la suivante.
Le vaisseau spatial est probablement encore à l'intérieur d'une galaxie, toujours en orbite autour de sa centre éloignée, chevauchant toujours le grand roue que nous avons décrite précédemment. Mais, étant toujours lié, ne veut pas dire être là où il se trouve commencé. Et c'est là que la diffusion que nous avons tracée plus tôt a fait, c'est un travail lent et minutieux. À travers 10 trillions d'années, Voyager 2, s'il reste lié, aura terminé quelque chose sur l'ordre de 40 000 orbites autour du centre galactique. Chaque orbite un couple 100 millions d'années, chacun subtilement poussé par les innombrables lointains étoiles devant lesquelles il dérivait. Le cumul effet de 40 000 orbites de la diffusion gravitationnelle n'est pas petite correction. C'est un brouillage total de la trajectoire originale du vaisseau spatial. Quoi qu'il en soit, orbite bien rangée dont il a hérité lors de sa première tombée dans l'emprise de la galaxie, est maintenant. J'ai été frappé et remodelé tant de fois qu'aucune trace de la condition de départ y survit. Le vaisseau spatial pourrait être faisant une boucle à travers l'intérieur bondé région de la galaxie, sur certains passages et dans le halo clairsemé des autres. Il pourrait être sur une orbite très inclinée par rapport à le plan de la galaxie ou plongeant abruptement par son centre. Le problème n'est pas que nous pouvons nommer lequel d'entre eux il s'agit. Le fait est que le lien entre où ça a commencé et où ça finit était coupé par la simple accumulation de coups aléatoires. Son emplacement n'est pas simplement inconnu de nous faute de données. C'est fondamentalement inconnaissable parce que le processus qui l'a placé là a été effacé sa propre histoire au fur et à mesure. C'est une distinction cruciale et elle mérite d'être énoncée clairement. Parce que c'est la raison la plus profonde de la question du titre. Aucune coordonnée pour une réponse. Il y a 2 sortes de nous ne savons pas. Un type est pratique. Il nous manque la mesure, mais un instrument plus tranchant pourrait le fournir. C'était le premier type d'incertitude, où un meilleur catalogue d'étoiles pourrait affiner la liste des rencontres. L'autre type est fondamental. Aucune mesure possible prise aujourd'hui pourrait un jour préciser la réponse parce que le résultat dépend d'une chaîne d'événements essentiellement aléatoires qui cela ne s'est pas encore produit et ne peut pas être exécuté à l'avance. Position de Voyager 2 à 10 heures. 1000 milliards d'années est le deuxième type. C'est ne nous est pas caché. Cet indécis s'écrit lentement par 40 000 orbites de « il est probable qu'aucun calcul n'ait été effectué, maintenant peut dépasser ». C'est pourquoi tout honnête. Le scientifique ne parvient pas à nommer un lieu. Le lieu n'existe pas encore et jamais existera sous n'importe quelle forme que nous pourrions avoir prédit. Maintenant, élargissez l'éventail de possibilités parce que très probablement encore lié n'est certainement pas encore lié. Il y a une chance réelle, quoique moindre, que sur 10 000 milliards d'années, l'accumulation-diffusion ou un particulièrement puissant passage stellaire ou le violent bouleversement gravitationnel d'une galaxie, la fusion a donné au vaisseau spatial suffisamment de kick pour le dissocier entièrement. En cela scénario, Voyager 2 n'est plus à l'intérieur n'importe quelle galaxie. Il a été jeté dans l'immense vide entre galaxies, dérivant à travers les intergalactiques espaces loin du disque allumé en rouge, il est venu de traversant une obscurité plus profonde et plus absolue que tout ce qui se trouve dans un galaxie. L'évaporation galactique peut ne pas dépouiller complètement une galaxie pour 100 quintillions d'années, mais il n'agit pas tout d'un coup à la fin. C'est un stable fuite, et le taux est la clé. À travers un seulement 10 billions d'années, seulement un petit la part des membres d'une galaxie a été divulguée loin. C'est précisément pourquoi l'éjection est le résultat minoritaire plutôt que le j'en attendais un. Pourtant, une petite part est pas zéro, et le vaisseau spatial pourrait tomber en son sein un élément scientifiquement légitime, possibilité que l'honnêteté exige tenant ouvert aux côtés des autres. Alors même au niveau le plus grossier, le niveau de est-ce dans une galaxie ou pas, nous ne pouvons pas donner une seule réponse. Nous pouvons seulement dire probablement oui, peut-être non. Et non la mesure que nous pourrions faire aujourd'hui régler lequel. Et il y a une chose à travers tout cet éventail grandissant de possibilités que nous pouvons dire avec de vraie confiance, précisément parce qu'il s'agit d'une déclaration sur la physique, plutôt que sur un chemin spécifique. Dans l'ensemble de ces 10 000 milliards d'années, à travers la diffusion et toutes les orbites et toutes les éjections possibles, le vaisseau spatial n'a presque certainement jamais frappé n'importe quoi. Rappelons que l'échelle de temps pour Voyager 2 pour entrer physiquement en collision avec l'étoile était estimée à environ 10 degrés 20e année de puissance, les mêmes sans échelle quintillionnaire comme galactique évaporation.
10 millions de fois plus longtemps que notre question. La galaxie est ainsi extrêmement vide, même sur 10 des milliards d'années d'errance, la chance du vaisseau spatial heurtant réellement une étoile ou une planète, ou presque n'importe quoi, à tout reste infiniment petit. C'est l'étrange cadeau du vide cosmique. Il fait la trajectoire du vaisseau spatial impossible à prévoir. Pourtant, c'est aussi rend la survie du vaisseau spatial contre collision au moins presque assurée. Il sera dispersé 1000 fois. Il ne sera pratiquement jamais frappé. Quoi qu'il en soit, c'est vrai à 10 000 milliards d'années, l'objet a presque certainement n'a pas été détruit par l'impact. Mais maintenant, nous arrivons au plus subtil et aux plus questions importantes de tous, et ce n'est pas vraiment une question de localisation. Nous avons demandé où se trouvait le vaisseau spatial Sera. La question la plus profonde est de savoir ce que c'est Sera. Parce qu'il existe un monde de différence entre un objet continuant à exister, un objet restant intact, et un objet restant reconnaissable. Et sur 10 000 milliards d'années, ces trois destins se séparent complètement. Considérez ce que 10 000 milliards en fait à un objet physique, même celui qui ne touche jamais rien. Le vaisseau spatial n'est pas vraiment sûr car cela évite les collisions, parce que ne voyage pas à travers le parfait le néant. Interstellaire et l'espace intergalactique, aussi vide soit-il, contiennent encore un léger grésil de high particules d'énergie, rayons cosmiques, qui parcourirent tout sans fin et endommagent lentement les matériaux qu'ils traversent à travers. Au fil des éons, les rayons cosmiques modifiaient progressivement la structure atomique de solides, les fragilisant, les dégradant au niveau moléculaire. Il y a aussi poussière. Pas assez pour arrêter le vaisseau spatial, mais cela suffit pour que sur 10 000 milliards d'années, l'objet dérivera à travers de vastes de légers nuages. Et chaque grain qui frappe le sable à vitesse orbitale fait exploser sa surface à l'infini montant décimal. Les chercheurs qui modélisaient le futur lointain des voyagers, et leur disque d'or en particulier, j'ai suivi le vaisseau spatial à travers la poussière nuage qu'il rencontrerait, estimant comment ces passages s'éroderaient lentement l'engin sur d'immenses périodes de temps. Rien de tout cela n'est rapide. Un seul cosmique rayon, un seul grain de poussière change presque rien. Mais 10 000 milliards d'années, c'est le sculpteur patient ultime. Il a suffisamment de temps pour que les processus lents terminent ce que les rapides n'ont jamais pu. Alors séparer les trois destins. Est-ce que les vaisseaux spatiaux existent toujours à 10 000 milliards d'années? Sa matière sera-t-elle toujours là? Presque certainement oui. Les atomes sont difficiles à détruire, et le vaisseau spatial est fait de métaux durables, aluminium, titane, cuivre plaqué or. Le truc sera persisté. Restera-t-il intact? Est-ce que ça tienne toujours ensemble en tant que structure-objet plutôt qu'un éparpillement de morceaux? C'est beaucoup moins sûr. 10 000 milliards d'années de fragilisation par les rayons cosmiques et érosion micrométéoroïde et thermique, le vélo pourrait bien desserrer les articulations, fracturer les flèches et jeter les composants afin que ce qui a commencé comme un seul assemblé, la machine se détache lentement. Association de fragments dérivant le même chemin? Et est-ce que ça restera reconnaissable? Est-ce que quelque chose arriverait? Il soit capable de dire que c'était un vaisseau spatial construit à la main, lancé depuis une planète? C'est le moins sûr des tout. Les petits détails qui le composent, lisibles comme une chose fabriquée, la forme de l'antenne parabolique, la disposition des instruments. Les marquages gravés sont exactement les traits délicats qui l'érosion attaque en premier. Une structure peut survivre sous forme de métal en vrac longtemps après ça a arrêté de ressembler à quoi que ce soit particulier. La montagne perdure. Le léridule du sculpteur s'estompe. Nulle part est-ce plus important que pour le disque d'or, le cuivre plaqué hors disque boulonné à chaque voyageur, portant sons et images de la Terre, un salut jeté dans le noir sur le dernier espoir que quelque chose pourrait un jour le trouver et comprendre. Le disque a été conçu avec l'avenir profond, explicitement à l'esprit. C'est les créateurs ont choisi des matériaux destinés à durer, et la recherche modélise son destin suggère qu'en tant que disque physique, il pourrait survivre sous une forme ou une autre, pendant une période extraordinairement longue, potentiellement des milliards d'années. L'un des plus longs des artefacts vécus que l'humanité a jamais fabriqués. Mais survivre comme un disque et rester lisible sont deux choses différentes. Et c'est le cinquième et dernier destin que nous devons se séparer.
Les informations sur l'enregistré des vies dans les sillons microscopiques et des marquages pressés sur sa surface. Précisément l'échelle de détail, qui les rayons cosmiques et l'érosion par la poussière se dégradent au fil du temps. Bien avant le disque lui-même s'effondre, l'encodage fin qui fait c'est un message plutôt qu'un métal vierge, le cercle serait probablement usé. Alors nous doit être prudent et honnête ici, et résister à la fin sentimentale. Nous ne pouvons pas promettre que le disque d'or sera encore jouable dans 10 000 milliards d'années. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il reste des restes de le disque pourraient très bien exister encore en tant qu'objet. Tandis que les voix humaines et les images qu'il transporte sont probablement longues depuis disparues dans une érosion illisible, la bouteille peut durer plus longtemps que la lettre qu'elle contient. Et ici nous devons être tout aussi honnêtes à propos de l'objectif initial du disque. C'était envoyé comme message à quiconque pourrait trouver ça. Mais sur 10 000 milliards d'années, dans un galaxie du crépuscule nain rouge, une dérive sur une orbite inconnaissable ou projetée clairement dans le vide entre les galaxies, les chances que n'importe quel chercheur tombe dessus, c'est tellement distant que nous ne pouvons pas construire de manière responsable, l'histoire se termine sur cet espoir. Le disque n'a jamais été vraiment fiable l'être au futur. C'était quelque chose sinon, quelque chose de plus honnête et de plus humain, et nous arriverons à ce que c'est vraiment été. Prenez du recul maintenant et profitez pleinement, réponse honnête à la question nommée ce voyage. Où sera voyagé de 10 000 milliards d'années? Le plus défendable réponse assemblée à partir de tout ce que j'ai suivi, c'est ça. Ce sera le plus existe probablement encore sous forme de matière physique. Il sera très probablement toujours lié à le vieux vestige d'une galaxie, le laiteux façon de développer un descendant, ou une galaxie fusionnée de là. Même s'il y a une réelle chance, il a été jeté dans l'espace intergalactique. L'espace. Il est presque certain qu'il n'en sera pas ainsi, est entré en collision avec quoi que ce soit. Son orbite ont été brouillées par des dizaines de milliers de boucles autour d'un centre galactique, en un chemin sans connexion traçable avec là où tout a commencé. Ça peut encore tenir ensemble comme une structure reconnaissable, où il s'est peut-être érodé en une dérive lâche de fragments. Et tout ce qui reste de le disque est très probablement un disque usé de métal dont le message est depuis longtemps poncé par les rayons cosmiques et la poussière. C'est la réponse. Pas une coordonnée, pas une étoile. Une série d'états, chacun délimité par la physique. Aucun ne peut être affiné en un point parce que l'univers n'a vraiment pas encore décidé. Et la décision se fait par des processus qui effacent leurs propres traces. Certains trouveront que réponse frustrante. Je pense que c'est la réponse la plus intéressante qui puisse exister. Et ici seulement, à la toute fin, se trouve où on a le droit de dire pourquoi ça bouge nous. Pour l'ensemble de cette histoire, j'ai regardé la certitude s'écouler couche par couche. Nous avons commencé avec un vaisseau spatial que nous pourrions suivre au kilomètre, dont vitesse et cap que nous avions mesurés avec nos propres instruments. Nous avons terminé par un objet dont nous ne pouvons pas nommer la galaxie même. Chaque pas vers l'extérieur dans le temps dépouillé, un autre type de connaissance. D'abord la capacité de le commander, puis la capacité pour l'entendre, puis la capacité de calculer ses rencontres, puis la capacité de prédire son orbite, alors la capacité même pour dire quelle galaxie le détiendrait. Et que la vidange n'est pas un échec de scientifique, c'est la science d'être honnête sur la forme de la réalité. L'univers ne nous doit pas un avenir connaissable. Et l'avenir profond d'un petit objet lancé sur la chance accumulée de 10 des milliards d'années ne sont tout simplement pas une chose, cela peut être connu. Il y a une étrange dignité dans une discipline prête à suivre son propre raisonnement jusqu'au bout. On ne peut pas le dire et plutôt s'arrêter là que d'inventer une coordonnée réconfortante. Mais remarquez ce qui ne s'écoule pas chaque couche de certitude perdue. Une chose reste absolument fixe, et c'est la chose que nous savions en premier. Le vaisseau spatial continue de bouger. Le silence ne l'a pas arrêté. La mort de son pouvoir ne l'a pas arrêté. La perte de tous les humains qui ont jamais connu son nom ne l'arrêtera pas. Il profite de l'élan que lui donne Planète au cours de quelques brèves rencontres dans les années 1980. Et cet élan est maintenant effectivement permanent, le portant en avant longtemps après tout ce que l'on sait, il a disparu. Il y a quelque chose de presque insupportable là-dedans images, une chose fabriquée, insensée et ignorant,
poursuivant fidèlement un mouvement commencé par une civilisation. Cela ne peut ni se souvenir ni représenter. Il ne sait pas, il porte notre salut. Ce n'est pas le cas, je sais que le soleil est mort. Il ne sait pas, nous sommes partis. Cela va simplement parce que rien ne lui dit d'arrêter. Et c'est tout, voyager deux se divise en deux héritages séparés, et où le réel, le sens du voyage montre enfin lui-même. Il y a l'objet physique, la matière à la dérive continue sans intention, sans conscience, sans n'importe quel but qu'il pourrait éventuellement remplir. Un ancien éclat de métal suivant une loi de mouvement à travers une galaxie éclairée en rouge ou l'obscurité entre les galaxies. Cet objet et le voyage n'est pas une histoire d'arrivée. Il n'atteint jamais une destination. Il n'y a pas étoile vers laquelle il est destiné, pas de chercheur destiné à se rencontrer, aucune coordonnée où le voyage se termine. Cela continue et continue jusqu'à ce que les échelles de temps soient lointaines, au-delà même de 10 000 milliards d'années. La lente, les processus gagnent enfin. C'est le premier héritage, pure persistance physique aveugle. Mais il y a un deuxième héritage et c'est celui qui compte vraiment parce qu'il est le seul qui ait jamais eu un sens dans ça. Ce n'est pas l'objet, c'est la décision d'envoyer l'objet du tout. 10 dans des milliards d'années, aucune volonté humaine, rappelez-vous qu'une espèce sur un petit planète, n'ayant existé que pendant une période high-link et connaissant très bien les chances contre quiconque trouve jamais son message, j'ai choisi de construire quelque chose durable et jeter-le vers l'extérieur de toute façon. Non parce que c'était utile, pas parce que c'était reviendrait, mais comme un acte de atteindre, un refus d'être entièrement silencieux. Ce choix n'est pas retenu les grooves du disque qui se sont érodés. Il n'est pas transporté dans la structure de l'engin qui aura pourri. Il n'est transporté nulle part dans le futur lointain. Il ne survit que dans le fait que cela s'est produit une fois. Le vaisseau spatial est l'artefact d'un geste, et le geste était toujours le but. Nous n'avons pas envoyé Voyager 2 parce que j'attendais une réponse. Nous l'avons envoyé parce que l'envoyer était une façon de dire que nous étions ici et que nous voulions être partis de quelque chose de plus grand que le petit durée qui nous a été donné. Alors n'imaginez pas à la fin une arrivée triomphale. Je n'imagine pas que le record soit battu par des mains curieuses sur un monde lointain. C'est un espoir auquel nous n'avons aucun droit honnête promettre. Imaginez plutôt le plus vraie chose. Imaginez un morceau de matière usée, ses marques poncées depuis longtemps, dérivant sur une orbite que personne n'a tracée à travers une galaxie réduite en braise 10 des milliards d'années après les mains qui ont fabriqué ça, se transforme en poussière. Et le soleil qui réchauffait, ses mains sont devenues froides. Ce n'est pas perdu exactement parce que pour être perdu, il faut tu avais un endroit où tu étais censé être, et cela n'a jamais été le cas. C'est simplement toujours en mouvement. Un objet qui a survécu à ses créateurs, a survécu à son message, a survécu à son étoile et a survécu à toutes les cartes que l'humanité aurait pu dessiner pour cela. Nous avons construit quelque chose qui a échappé non seulement à la gravité du Soleil, mais la portée de la nôtre sachant. Et ce n'est pas une défaite, c'est la chose la plus ambitieuse que nous l'ait jamais fait. Le vaisseau spatial ira où nous ne pouvons ni suivre ni voir. Et le chemin lui-même commencé par nous continuer sans nous, c'est tout ce que nous voulions,